Bonjour à toutes et tous, bienvenue à notre première masterclass en libre accès qui a été présentée par Bastien et Martin de la Quadrature du Net et diffusée à nos abonnés il y a 3 mois. Je vous explique le principe, ces masterclass sont diffusées chaque dernier samedi du mois en exclusivité à nos abonnés, qui à l'issue de la présentation que vous allez voir dans quelques instants, peuvent interagir et poser leurs questions aux intervenants en direct. Au bout de 3 mois, ces masterclass sont diffusées en libre accès, mais vous l'aurez compris, si vous voulez les suivre sans attendre et poser vos questions en direct aux intervenants, il faut vous abonner à Blast. Et c'est parti pour la première masterclass avec la Quadrature du Net. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette première masterclass interactive sur Blast, qui est l'un des avantages exclusifs que vous avez en tant qu'abonné. Au-delà de votre action citoyenne à financer un média en accès libre pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer pour s'informer. Vous avez donc reçu ce lien pour suivre en direct cette masterclass car vous êtes abonné à Blast et elle sera ensuite mise en privé et accessible uniquement depuis le site internet de Blast en rediffusion pour les abonnés de Blast qui n'auront pas pu la suivre en direct. Au bout de 3 mois, ces masterclass seront mises en ligne publiquement sur la chaîne YouTube de Blast afin de faire profiter de ce savoir au plus grand nombre. Vous retrouverez ces masterclass interactives où vous pouvez poser vos questions en direct tous les derniers samedis du mois, sauf pendant les 2 mois de l'été pour les années que dis-je, les décennies à venir, si de nombreux autres abonnés viennent renforcer les rangs que vous formez avec nous. Voici comment va se dérouler cette masterclass qu'on a préparée avec Mathias. C'est une première, donc n'hésitez pas à nous faire vos retours et vos suggestions par la suite. Pour cette première, on se lance dans 50 minutes avec Martin Drago et Bastien Lequerec, juristes à la Quadrature du Net, sur les questions de surveillance. Cette émission a été tournée, montée, afin de la rendre la plus agréable et claire possible pour vous à regarder. À la suite de ces 50 minutes d'explication et d'analyse, que personnellement j'ai trouvé passionnantes, nous nous retrouverons sur Zoom avec Bastien et Martin qui seront là pour répondre à toutes vos questions. Bonjour à toutes et à tous, je suis Martin Drago, juriste à la Quadrature, accompagné de Bastien. Bonjour. On vient vous parler au nom de la Quadrature du Net, une association des combats qu'on mène au sein de l'association et avec d'autres associations amies contre la surveillance, aujourd'hui effective en France. Très rapidement, pour présenter la Quadrature du Net, c'est une association qui a été créée en 2008, surtout au moment des combats contre le droit d'auteur et au moment de la loi Hadopi. Et puis, petit à petit, depuis maintenant plus de 10 ans qu'elle existe, on a développé nos combats contre aussi bien les combats de la censure et puis, surtout aujourd'hui, ceux de la surveillance, sur laquelle on va vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, rapidement aussi, on est une vingtaine d'actifs à la bénévole, d'actifs et d'actives, c'est-à-dire 7 salariés et une quinzaine de membres bénévoles, aussi bien en tant que juristes, que techniciens, informaticiens ou des chercheuses et des chercheurs. Toujours sur ces côtés, censure, surveillance, avec un point intéressant qui est que la surveillance ou la censure peut venir aussi bien d'acteurs privés que de l'État, évidemment. Donc aujourd'hui, pour parler de la surveillance, et plus particulièrement, parce qu'on ne peut pas traiter de tous les sujets de la surveillance, évidemment, on a choisi de traiter, nous, 3 points particuliers. Le premier, donc dans une première partie, des services de renseignement, avec les 2 grandes lois de renseignement de 2015 et de 2021, ce qu'elles ont apporté, les pouvoirs qu'elles donnent aux services de renseignement pour nous surveiller, toutes et tous nous qui vivons sur le territoire français. Puis dans une deuxième partie, plus de la technopolice, ce que nous on a appelé la technopolice, qui regroupe en réalité un peu toutes les nouvelles technologies utilisées par la police pour surveiller l'espace public. Et là on parlera reconnaissance faciale, drones, caméras portatives, etc. Et dans une troisième partie, un autre gros combat de la Quadrature, c'est évidemment la surveillance privée, la surveillance publicitaire, gérée aujourd'hui massivement par les GAFAM, Google, Microsoft, etc., et contre laquelle la Quadrature essaye de continuer le combat. En première partie, on peut commencer par les services de renseignement et les énormes pouvoirs qu'ils ont aujourd'hui pour nous surveiller en France. Bonjour, je suis Bastien, également de la Quadrature du Net. Je suis membre bénévole de l'association depuis 2 ans maintenant. À côté de ça, je suis juriste. Et dans cette première partie, je vais vous parler de la surveillance, mais lorsqu'elle est mise en place par l'État. Le droit français, il s'est particulièrement structuré en 2015, puisque en 2015, on a eu une grosse loi de renseignement qui a pas mal mobilisé à la Quadrature, mais au-delà,
Et en 2015, l'État français s'est finalement autorisé à surveiller la population, qu'elle soit sur le territoire français, mais également à l'étranger, avec ses deux volets, surveillance intérieure, surveillance extérieure. Il faut avoir en tête qu'en 2015, ce que met le législateur dans la loi, c'est ce que les services de renseignement s'étaient déjà autorisés dans la pratique auparavant. Le droit du renseignement s'est toujours construit sur la base de demandes de la part des services, que ça soit en 91 quand on a autorisé dans la loi les interceptions de sécurité, c'est-à-dire l'interception de contenu de communication. C'était une pratique qui se faisait déjà par les services de renseignement. En 2015, c'est exactement la même chose. On a parlé de légalisation de pratiques qui auraient été allégales. Il faut comprendre en réalité la légalisation de pratiques qui n'étaient pas autorisées par la loi et donc qui étaient illégales. En 2015, le législateur a donc introduit dans la loi toute une série de dispositions qui sont maintenant écrites pour autoriser ces services de renseignement à surveiller la population française et étrangère. La particularité en 2015, c'est que le législateur a commencé à s'intéresser à ce qui entoure une communication, et plus seulement le contenu d'une telle communication. À la Quadrature du Net, on s'est mobilisé sur ces deux volets et sur cette nouveauté, en déposant, on en reparlera plus tard, un certain nombre de recours qui ont mené en 2021 à un échec et à une sacralisation de ces pouvoirs du renseignement. Alors le droit du renseignement en France, il est orienté autour de différents axes. On a une surveillance des contenus qui existait déjà auparavant partiellement. Le droit du renseignement peut autoriser la police à surveiller le contenu d'une communication électronique, à sonoriser un lieu ou un véhicule. Ça, c'est le contenu d'une communication. Mais, grosse nouveauté, il y a aussi la possibilité de surveiller ce qui entoure une communication, c'est-à-dire ce qu'on va appeler les données de connexion ou les métadonnées. Une donnée de connexion, c'est ce qui entoure une communication. C'est un petit peu l'enveloppe d'une carte postale. Si vous mettez sur une carte postale votre communication, mais que vous la mettez dans une enveloppe, la carte postale représentera le contenu d'une communication, mais l'enveloppe, l'expéditeur, le destinataire, à quel endroit l'enveloppe a été envoyée, tout ça, ce qui entoure une communication, peut aussi faire l'objet d'une surveillance en France depuis 2015. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette distinction elle peut paraître un peu technique entre contenu et des données de connexion, mais en réalité, souvent, ce qu'on comprend, c'est que les services de renseignement sont presque plus intéressés par les données qui vont entourer la communication que le contenu. Le contenu, par exemple, il peut être chiffré, ou alors on peut avoir un langage particulier qui est très compliqué à déchiffrer. Mais ce qui entoure la communication, de savoir que moi, j'ai parlé à Bastien tel jour, à telle heure, ou que moi, je suis allé parler à mon médecin, par exemple, même chose, tel jour, telle heure et tel lieu, ça peut être beaucoup plus intéressant et révéler beaucoup plus d'informations que le contenu même de la communication. Et c'est hyper intéressant aussi parce que finalement, les services de renseignement et puis le gouvernement en général va essayer de faire penser que comme ils ne s'attaquent pas au contenu, on va voir qu'ils ont énormément de pouvoir sur de captation sur ces métadonnées, ces données de connexion, et comme ils ne s'attaquent pas au contenu, ça serait moins attentatoire à nos vies privées, moins attentatoire à nos libertés, alors qu'en fait, pas tellement. On se rend compte que la surveillance des métadonnées, en fait, c'est tout aussi important, si ce n'est plus important que la surveillance des contenus. En 2013, lorsqu'Edward Snowden fait fuiter un certain nombre de documents des États-Unis, on s'aperçoit que les services de renseignement américains s'intéressent depuis très longtemps à ces données de connexion, à ce qui entoure une communication. Et parfois, qui parle à qui, à quelle fréquence, peut leur suffire. En France, en 2015, c'est exactement ce qui est introduit dans le droit. À partir de 2015, la loi autorise les services de renseignement à exiger de la part d'opérateurs la divulgation de tout ce qui va entourer une communication. Et aujourd'hui, un opérateur de téléphonie mobile peut par exemple être forcé de dévoiler aux services de renseignement quelles antennes téléphoniques ont été utilisées par un certain téléphone, quelle adresse IP a été utilisée, à quelle fréquence, quels numéros de téléphone ont été appelés par un abonné ou par une abonnée. Tout ça, ça permet de créer ce qu'on appelle un graphe social, c'est-à-dire de recréer les relations sociales entre les personnes, indépendamment du contenu des communications. Et ce graphe social, il est très important parce que, comme l'a dit Martin, cela peut permettre de déterminer, de sous-entendre un certain nombre de caractéristiques propres sans avoir besoin de s'intéresser au contenu des communications. La grosse nouveauté en 2015, c'est également que le renseignement a arrêté de faire du renseignement ciblé. C'est ce qui a été appelé les boîtes noires. En 2015, une des nouveautés de cette loi, c'est que ces boîtes noires ont été autorisées. Alors qu'est-ce qu'une boîte noire ? Une boîte noire, c'est une sonde qui est placée sur un réseau de télécommunications, Internet, mobile, peu importe, et qui va analyser automatiquement l'ensemble des communications qui passent par ce réseau surveillé. Indépendamment de qui est en train de parler à qui, indépendamment de pourquoi est-ce qu'on a placé cette sonde sur ce réseau, l'ensemble des communications vont être analysées.
Alors les boîtes noires s'intéressent encore une fois aux métadonnées, aux données de connexion, mais elles vont s'intéresser à l'ensemble des communications, peu importe que vous soyez ciblé ou non par les services de renseignement. C'est important de comprendre même chose que la loi de 2015, elle consolide ou elle représente en tout cas un changement de biais total pour la surveillance. C'est exactement comme le dit Bastien, on passe du ciblé à finalement la surveillance de toutes les communications. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est toutes et tous suspects de quelque chose. C'est-à-dire, avant, pour mériter finalement, ou pour mériter une surveillance, il fallait qu'il y ait des doutes sur peut-être que je vais commettre, je prends l'exemple d'un attentat par exemple, et aujourd'hui finalement, l'État va considérer que non, c'est trop dangereux de cibler, on peut perdre trop de temps, donc on va surveiller tout le monde, parce qu'on est toutes et tous suspects de pouvoir faire quelque chose, et on verra seulement ensuite si on entraîne la surveillance plus loin pour voir si vraiment ce qu'on a dit et avec qui on a partagé. Et c'est ce changement de paradigme qui représente vraiment la loi de 2015 et qui, on le verra après, n'a fait que se confirmer depuis. Les boîtes noires, elles fonctionnent avec des algorithmes dont leur fonctionnement est totalement opaque. Seules quelques personnes savent comment fonctionnent ces algorithmes. La représentation nationale n'est même pas dans son ensemble au courant. Le contrôle est très peu effectif. Et ces boîtes noires vont analyser algorithmiquement, automatiquement, l'ensemble des communications sur un réseau. L'objectif, nous disait le gouvernement en 2015, c'est de repérer les signaux faibles. C'est-à-dire qu'on part de la croyance qu'un humain ne sera pas capable, lorsqu'il regarde avec son œil humain des communications, on part du principe qu'il ne sera pas capable de détecter un certain nombre de menaces qui seraient très légères, avec très peu d'indices sur la possibilité de cette provenance. C'est vraiment une croyance qui n'a jamais été particulièrement étayée d'une quelconque manière. On part de la croyance, avec les boîtes noires, que un humain sera moins efficace qu'un algorithme pour détecter ces signaux faibles, c'est-à-dire des menaces toutes légères qui pourraient ensuite justifier une surveillance plus ciblée. Ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que en fait, cette loi de 2015 et tous les pouvoirs qu'elle donne aux services de renseignement, comme l'a dit Bastien, ils avaient déjà ces pouvoirs, et là, finalement, on légalise, on essaye de donner un petit peu un cadre, on va dire, juridique aux services de renseignement. Et bien, tous ces pouvoirs, certains ont été donnés en disant, écoutez, on va leur donner juste pour un laps de temps, on va faire des expérimentations. C'était le cas des boîtes noires, normalement, elles devaient être expérimentées pendant un certain laps de temps, voir si elles étaient efficaces, etc. Et dans le cas, ensuite, on aurait un nouveau débat avec un rapport parlementaire, etc., pour voir s'il fallait prolonger l'utilisation de ces boîtes noires. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les prolongations ont été en fait rétablies de 6 mois ou d'un an en un an à chaque fois, et jusqu'à arriver en 2021, où normalement, ça devait être un peu la fin, on devait avoir un grand débat, et on a vu le contexte de l'été 2021, finalement, qui était pas tellement propice à un débat aussi important qu'on aurait dû avoir sur les services de renseignement. La loi de 2021 qu'on a eue, c'est un peu la loi renseignement 2. Elle est venue finalement inscrire dans le droit constant, c'est-à-dire autoriser à jamais les boîtes noires. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle devait être juste temporaire. Et finalement, la loi de 2015, elle l'inscrit dans le droit. Et ensuite, elle prolonge un petit peu de deux façons ces boîtes noires. On parle beaucoup de ces boîtes noires, mais c'est vraiment hyper important parce qu'on ne sait pas du tout vraiment ce que ça recouvre. Elle prolonge, et puis en fait, avant, c'était juste certains métadonnées de connexion. Et là, le grand changement de la loi 2021, selon le gouvernement, c'est que les boîtes noires peuvent aussi surveiller les adresses Internet, une partie en tout cas, des adresses Internet que nous et vous, évidemment, on consulte sur Internet. Pourquoi est-ce que le fait que les boîtes noires se mettent désormais, depuis la loi de 2021, à analyser les adresses URL dites complètes est un pas en avant supplémentaire dans cette surveillance? C'est parce que, certes, une adresse URL, en principe, ne va pas donner des informations sur son contenu, mais en réalité, pour des ressources publiques, par exemple un article de presse, un site qui serait accessible à tout le monde, la seule URL va permettre d'informer la personne qui va surveiller quel article est en train d'être consulté, quel site est en train d'être consulté. Et tout cela va finalement indirectement donner des indications aux services de renseignement sur le contenu des communications. En 2015, on nous vendait les boîtes noires comme étant suffisamment encadrées parce qu'elles ne s'intéressaient pas au contenu des communications. En réalité, aujourd'hui, on va de plus en plus vers cette surveillance désormais massive, mais surtout des contenus des communications. Et en 2021, en ajoutant ces URL complètes, on a fait un pas supplémentaire en avant vers une surveillance de plus en plus intrusive. Autre disposition qu'on a appris avec la loi de 2021, parce que finalement c'est quelque chose qui se faisait depuis longtemps et que la loi de 2021 a juste inscrit dans le droit, c'est aussi finalement que, et c'est la CNIL, donc l'autorité de protection de la vie privée, qui le révélait dans un de ses rapports, c'est que ces boîtes noires ne sont pas mises sur les réseaux des télécoms, mais qu'elles sont mises en fait dans un service
particulier qui dépend, pour simplifier, du gouvernement, et ce qui implique, et ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est la CNIL qui le dit, que finalement c'est l'ensemble de nos télécommunications qui sont copiées, transférées dans ce service du gouvernement, où là les boîtes noires sont mises par les services de renseignement. Même chose, c'est un détail très technique, mais en réalité la CNIL, et nous évidemment, on s'en inquiétait énormément. Pourquoi ? Parce que ça voulait dire qu'en fait, il y avait que l'ensemble du trafic des communications était dérouté vers un des services de renseignement. Je simplifie parce que ce n'est pas exactement ça, il va y avoir des complexités administratives, mais c'était quand même un symbole de surveillance qui est très fort. Et pour finir sur la loi de 2021, parce qu'elle est encore assez présente, parce que finalement elle est passée malheureusement il n'y a pas longtemps, ce n'était pas qu'une question de boîte noire aussi, c'était une question, on en reparlera juste après, d'inscription dans le droit de la notion de rétention des données de connexion, c'est-à-dire que toutes ces données de connexion dont on parle depuis le début, elles sont en fait stockées, conservées par l'ensemble des opérateurs pendant 1 an, ce qui est énorme et ce qui est contraire à une jurisprudence du droit de l'Union. Et puis, elle fait aussi d'autres avancées, notamment la surveillance des communications satellitaires, le partage de services de renseignement. Bref, c'était une espèce d'immense loi extrêmement importante sur laquelle, malheureusement, il y a eu très très peu de débats publics, alors que sur la loi de 2015, on avait eu des manifestations dans la rue. Cette fois-ci, malheureusement, il n'y a rien eu. On peut le comprendre peut-être au niveau du contexte sanitaire, mais c'était quand même très inquiétant et très triste pour nous, vu que c'était un de nos principaux combats. Autre particularité de cette loi de 2015 et de 2021, c'est que les services de renseignement, en théorie, sont contrôlés par une autorité indépendante qui s'appelle la CNCTR, Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, mais en réalité, ce contrôle, il est largement inefficace. Aujourd'hui, la CNCTR, elle est chargée de contrôler que lorsqu'une technique de renseignement est mise en œuvre et demandée par un service de renseignement, la loi est correctement respectée. En réalité, ce contrôle de la CNCTR, il est principalement limité à une validation en toute opacité, parce qu'on ne sait pas réellement ce qui se passe derrière ce grand rideau du renseignement. Mais si on regarde les différents rapports, la CNCTR, globalement, émet de plus en plus de rapports positifs, d'avis positifs. Autre particularité, c'est que jusqu'en 2021, et c'était une des raisons pour lesquelles, à la Quadrature du Net, avec d'autres associations, nous avons lancé un certain nombre de contentieux contre ce grand pan du renseignement. L'autre particularité, c'est que jusqu'en 2021, la CNCTR rendait des avis qui n'étaient pas contraignants. C'est-à-dire que quand un service de renseignement voulait mettre en place une technique de renseignement et que la CNCTR s'y opposait, eh bien, le service de renseignement pouvait passer outre et le Premier ministre, qui administrativement est chargé de délivrer l'autorisation, pouvait passer outre cet avis négatif. Aujourd'hui, en 2021, on a créé une sorte de cache-misère en imposant au service de renseignement de devoir respecter un avis, et si l'avis est négatif, le Conseil d'État, dans une formation très particulière et qui, ici encore, est entouré d'opacité, va devoir vérifier que l'avis négatif de la CNCTR a bien à être négatif. Au-delà de cette complexité technique, ce qui se passe en réalité, c'est que lorsque cette autorité indépendante émet un avis positif, les services de renseignement pourront mettre en place leur surveillance, mais lorsqu'elle émet un avis négatif, il va y avoir une deuxième vérification qui pourra éventuellement aboutir à un avis positif. Et ce qui se passe, c'est que lorsque la CNCTR dit oui, aucun contrôle n'est mis en place et les services de renseignement peuvent mettre leur technique en œuvre, mais lorsque la CNCTR dit non, eh bien là, il y a un contrôle qui se passe avec la possibilité de sanctions et la possibilité donnée au Conseil d'État, la juridiction administrative suprême, de dire à la CNCTR qu'elle s'était trompée et qu'elle aurait dû autoriser les services de renseignement à mettre en œuvre leur technique. Au-delà de ce contrôle défaillant de la CNCTR, en 2021, nous avons observé une espèce d'argument d'autorité de la part de certains parlementaires. Le Parlement s'est doté depuis pas mal d'années d'une délégation parlementaire au renseignement, c'est-à-dire que certains parlementaires sont chargés d'évaluer et de contrôler les services de renseignement. Mais tous les parlementaires ne sont pas dans cette délégation, et en 2021, avec cette réforme du renseignement, nous avons pu observer certains parlementaires de cette délégation dire à leurs collègues « Rassurez-vous, les services de renseignement ont besoin de ces nouveautés, par exemple de l'extension des boîtes noires à la surveillance des URL, et cet argument d'autorité était imposé aux autres et au reste du Parlement parce qu'il y avait ce discours « Faites-nous confiance, nous sommes dans la délégation parlementaire au renseignement et tout va bien, les services de renseignement ont raison de demander ceci », sans donner de détails puisque tout est couvert par le secret défense et par cette opacité qui caractérise le renseignement.
On vous invite d'ailleurs fortement à aller voir, si vous avez vraiment le temps, d'aller voir les débats de la loi renseignement de cet été. C'était extrêmement impressionnant de voir que le jeu démocratique ne marchait en fait pas du tout, parce que finalement l'opposition n'arrêtait pas de dire notamment que c'était une atteinte extrêmement grave à nos libertés, et à chaque fois finalement on a un peu le secret défense en face en disant « faites-nous confiance, on en a besoin », ce qui a fait que c'était une loi extrêmement importante, sans finalement débat public, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais sans même débat parlementaire, parce qu'en fait on ne peut pas débattre sur une loi de renseignement, alors que c'est des services. Enfin, c'est des pouvoirs extrêmement importants de surveillance donnés aux services de renseignement. S'agissant des algorithmes, nous sommes en effet dans le cadre d'une surveillance de masse, donc indifférenciée et sur l'ensemble de la population. Ce type de surveillance est justifié, mais doit être particulièrement encadré, ne serait-ce que pour assurer la conformité du dispositif au droit constitutionnel et au droit européen. Sur cette question de contrôle, donc on a vu que les services de renseignement ont de grands pouvoirs, aussi bien sur le contenu que sur les métadonnées, que finalement l'organe un peu institutionnel fait un contrôle qui est très restreint, que les parlementaires sont un peu perdus et volontairement perdus sur cette question. Du côté de nous, de l'association, de la société civile, nous on a essayé de porter un énorme contentieux parce que la Cour de l'Union européenne, pour faire très rapide, avait été très critique de cette notion de renseignement à la française, donc on pensait vraiment gagner, parce qu'il y avait une jurisprudence européenne très claire. On a fait, et c'est le plus gros contentieux juridique de la Quadrature, sur plusieurs années, un énorme contentieux, qu'on a perdu à la fin finalement. Nous, ça nous a fait extrêmement mal, et ça montrait aussi finalement la difficulté, en fait l'impossibilité de la transparence et du contrôle des services de renseignement. Un autre volet de cette surveillance qui nous intéresse beaucoup à la Quadrature du Net, c'est toute la surveillance dans l'espace public. Jusqu'à présent, le renseignement, c'est une surveillance qui est faite sur des réseaux de télécommunications, principalement, dans le domicile, mais il y a également tout un volet de la surveillance qui se passe dans l'espace public. Et la plus ancienne de cette surveillance, c'est la vidéosurveillance qui a été instaurée à la fin du siècle précédent pour filmer l'ensemble de l'espace public et finalement avoir une trace continue de ce qui se passe sur la voie publique. Cette multiplication de cette surveillance de l'espace public, elle s'est faite entre 1995, date de l'autorisation législative de la vidéosurveillance dans l'espace public français, et aujourd'hui, elle s'est faite, cette multiplication, en dehors, finalement, de tout obstacle législatif ou réglementaire. C'est-à-dire qu'avec un système, notamment de subvention, aujourd'hui, les communes sont incitées à mettre en place de la vidéosurveillance sur leur territoire. Il y a aujourd'hui des villes comme Marseille qui comptent entre 1700 et 1900 caméras. Il y a des villes comme Paris où on approche les 2000 caméras. Il y a aussi des petites villes, des petits villages ou des petits bourgs avec moins de 10 000 habitants qui vont avoir 50, 60, parfois 70 caméras de vidéosurveillance. Tout cela s'est permis parce que cette vidéosurveillance, elle est principalement subventionnée à travers ce qu'on appelle le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, le FIPD, qui est un fonds abondé par le ministère de l'Intérieur, qui permet aux collectivités locales, une commune par exemple, de subventionner parfois jusqu'à 80% le coût de sa vidéosurveillance. Et tout cela fait qu'on a observé en 25 ans une explosion du nombre de caméras, cette multiplication qui se fait très souvent derrière une opacité qui est entretenue. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, cette explosion de caméras, ça fait qu'on n'arrive même plus à tenir le compte des caméras qui filment aujourd'hui l'espace public. Aussi bien une critique aussi bien institutionnelle, on a la Cour des comptes, qui est quelque chose quand même de très dans les institutions, qui fait des rapports à peu près... je crois que c'est à peu près tous les 10 ans en tout cas, sur la critique de la vidéosurveillance en disant attention, on met beaucoup trop d'argent dans cette technique. Or, on ne sait pas vraiment sur l'efficacité ou vraiment l'intérêt réel de la vidéosurveillance sur l'espace public, sur les questions de délinquance. Et surtout, nous-mêmes, la Cour des comptes, alors qu'on a le droit d'aller voir les préfets, etc., on n'arrive pas à avoir un compte précis des caméras de vidéosurveillance. Ce qu'il faut voir aussi dans cette question de surveillance de l'espace public, c'est que là, on a parlé de surveillance fixe, les caméras un peu à l'ancienne, mais qu'aujourd'hui se déploient plusieurs autres techniques de captation vidéo. Les caméras fixes, elles deviennent quelquefois mobiles, c'est-à-dire en fait, c'est des caméras que vous pouvez enlever et remettre à un autre endroit beaucoup plus facilement qu'avant. Ça va être la question des caméras piétons sur la police et la gendarmerie, qui a été autorisée par expérimentation et puis maintenant définitivement légalisée. Donc c'est un nouveau moyen de filmer l'espace public, avec derrière une justification que c'était pour éviter les violences policières, etc. N'empêche que en fait, ça multiplie la captation vidéo de l'espace public
dans un contrôle qui est aussi extrêmement restreint. Et puis évidemment, c'est nous une question qui nous a beaucoup intéressés, c'est les drones. On les avait vus se déployer notamment pour surveiller les manifestations depuis quasiment 10 ans, si je ne me trompe pas. Et puis pendant la crise du Covid-19, l'État a commencé à déployer de façon beaucoup plus importante des drones, avec des centaines de drones sur le territoire français pour contrôler le confinement. Et ça, c'est très très important à comprendre parce que finalement, de la surveillance fixe autorisée en 1995, on est finalement en 2021 avec une surveillance fixe, mobile, caméras piétons, les hélicoptères, les avions aussi, on a vu des avions qui peuvent filmer aussi en hauteur, et puis les drones qui se multiplient aujourd'hui et qui, malgré nos contentieux, parce que nous on a essayé de se battre contre l'État, donc pendant la première crise du Covid en février 2020, on a vu la police déployer ses drones. En fait, ce qu'il fallait savoir, c'est que ces drones se déployaient sans aucun cadre légal. Il y a un cadre légal qui existe pour la vidéosurveillance fixe, il est critiquable, nous on le critique, mais il existe quand même. Pour les drones, en fait, on s'est rendu compte que la police faisait ce qu'elle voulait avec les images captées par les drones. On l'a attaqué au Conseil d'État, on a gagné, la préfecture ne l'a pas respecté, on a regagné au Conseil d'État. Derrière, le gouvernement a essayé de légaliser tout ça dans la loi sécurité globale. Il s'est fait censurer par le Conseil constitutionnel. La CNIL en a remis un coup juste avant en disant les drones ne peuvent plus voler en France. Donc 4 défaites pour le gouvernement. Et aujourd'hui, on est en ce moment en septembre 2021 où le gouvernement revient une 5e fois à l'œuvre pour essayer de légaliser ces drones. Pourquoi on observe de plus en plus de drones, de caméras piétons, de caméras mobiles? C'est que ces technologies, en plus de se perfectionner, deviennent de plus en plus accessibles. La différence majeure entre un hélicoptère et un drone, ça va être le coût de la surveillance. Avec l'apparition des drones, on a réduit à peau de chagrin cette surveillance, et c'est malheureusement pour cela que la police, et en particulier, nous on a documenté l'usage par la préfecture de police à Paris, c'est pour cela que les polices sont incitées à utiliser des drones. On a aujourd'hui des marchés publics pour équiper la police de drones alors qu'aucun cadre ni réglementaire ni législatif n'existe. Et on a également une demande de la part de la police, ça a notamment été demandé par le fameux Beauvau de la sécurité, on a une demande de la police de lui offrir toujours plus de moyens, et avec parfois des exemples comme celui de Singapour, qui n'est pas connu pour être une démocratie saine. En avril 2020, lorsqu'on commence à documenter l'usage de drones à Paris, ce qui nous a particulièrement frappé, c'est cette décontraction de Didier Lallement, préfet de police de Paris, lorsqu'il présente à l'AFP ces drones où il est très fier d'utiliser des dispositifs volants qui sont quasiment invisibles, qui ne s'entendent pas, qui ne se voient pas. La technologie nous aide, mais elle n'est pas suffisante. La présence humaine est déterminante. C'est pas un drone qui va remplacer un fonctionnaire de police, ça va de soi. Mais ça fait partie de l'information. Très bien. Excellent. Et derrière, on a cette volonté de multiplier de plus en plus ces usages avec l'actuel projet de loi qui est en cours de discussion. Le discours de la police aujourd'hui, c'est un discours assez simple, c'est qu'en fait, on a trop de moyens de captation vidéo, que dans les centres de supervision urbains, comme dans les séries, avec un mur d'écran et de caméras. En fait, l'humain ne suffit plus à surveiller toutes ces caméras. Et donc, le discours aussi bien de l'industrie sécuritaire que de la police, c'est qu'il faut que l'intelligence artificielle, et je vais mettre des guillemets, les aide à repérer certains comportements suspects. Comportements suspects, reconnaissance faciale, mouvement de foule. C'est assez difficile de voir ce qui se cache derrière cette notion de suspect, qui est une notion profondément politique. En tout cas, c'est le discours, on a trop de caméras, maintenant qu'on les a installées, il faut que l'intelligence artificielle, les robots finalement, nous aident à voir ce qui est important. Et ça, c'est un des angles d'une campagne qu'on a lancée en 2019, Technopolis, pour s'intéresser à la vidéosurveillance automatisée, ce que l'autre camp, on va dire, appelle vidéoprotection intelligente. À partir de 2013, la ville de Marseille a commencé à vouloir s'équiper de ce genre de technologie. Et aujourd'hui, la ville, avec un marché public, a mis en place sur la voie publique un dispositif de vidéosurveillance automatisée, c'est-à-dire qu'elle a connecté sur ces flux d'images de vidéosurveillance, un algorithme dont le fonctionnement est totalement inconnu. On ne sait pas qui l'a fabriqué, on ne sait pas sur quels critères il a été construit, qui est chargé d'analyser automatiquement pour détecter, ce que disait Martin, cette notion totalement impossible à connaître, qui est le comportement suspect. Qu'est-ce qu'un comportement suspect ?
qui va déterminer ce qu'est un comportement suspect, quelles vont être les réponses lorsqu'un comportement suspect serait détecté. Avec la Quadrature, en 2019, on a donc lancé cette campagne Technopolis qui vise principalement à documenter ce qui se fait. Pourquoi ? Parce que le simple fait de mettre la lumière sur ce genre de dispositif permet parfois de faire reculer les collectivités qui voudraient les mettre en place. En 2019, c'est par exemple le projet de Saint-Étienne qui a été arrêté. En 2019, on s'aperçoit avec cette campagne que la ville de Saint-Étienne voulait mettre en place des micros qui écouteraient dans la rue pour détecter des comportements anormaux. Dans les documents qu'on a pu avoir, étaient indiqués des incendies, des graffitis, des accidents, sans que ce soit vraiment très bien... Des scies circulaires aussi. Des scies circulaires. Donc des choses qui sont très étranges, très difficiles à palper, étaient ensuite dans le projet de Saint-Étienne prévu quand une menace était détectée, d'envoyer sur place un drone de manière totalement automatisée qui prendrait une vidéo de la situation et ensuite seulement, dans cette troisième étape, un humain déciderait s'il faut ou non faire intervenir une patrouille. En 2019, lorsqu'on documente tout ça, eh bien finalement le coût politique était devenu tellement important que la ville a arrêté son projet. La CNIL est également venue mettre un terme légal cette fois-ci en disant que la loi n'autorisait pas ce genre de surveillance policière de l'espace public, mais le simple fait de documenter tout ça a rajouté du coût politique et a parfois permis de faire abandonner ce genre de projet. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que en fait, en creusant cette notion de vidéosurveillance automatisée, nous, on s'est rendu compte que vraiment, c'était la couche vidéosurveillance fixe et normale et enfin, à l'ancienne, j'ai envie de dire, était un peu finie et qu'aujourd'hui, on a l'impression finalement que tous les nouveaux projets, marchés publics de vidéosurveillance, dès qu'un maire d'une grande ville, d'une petite ville veut installer une caméra, en fait, on va lui fournir avec un logiciel. Et ça, c'est, comme l'a dit Bastien, extrêmement compliqué à documenter parce que en France, il y a plusieurs dizaines de milliers de communes, qu'il faudrait regarder en fait chaque marché public qui est passé et voir à chaque fois quel est le constructeur. Alors nous, on arrive à identifier quelques constructeurs, mais même quand on a, par exemple, je pense à une société israélienne qui s'appelle Briefcam, qui dit être dans plusieurs centaines de villes en France, on a du mal à voir exactement quel logiciel de Briefcam, qu'est-ce qui est mis en place. Or, ce qui est très inquiétant, c'est que, en fait, c'est mis en place. Donc, c'est une surveillance qui est déjà là dans l'espace public, et on ne sait pas exactement ce que ça fait. Si je prends un exemple qui nous a paru assez fou, c'est qu'on a vu que la RATP, par exemple, la Régie des Transports à Paris, faisait ce type de surveillance dans le métro Les Halles-Châtelet. Et par exemple, c'était dit que dans certains documents qu'on avait pu trouver, que ça détectait automatiquement le maraudage. C'est-à-dire que si vous passez dans la grande salle des Halles et que vous vous arrêtez, alors que c'est une salle qui est faite pour aller vite, pour passer, pour qu'il y ait du flux, là, vous allez détecter un algorithme, déclencher un algorithme. Et donc, c'est un peu ce truc un peu angoissant de Technopolis, c'est de creuser et de voir qu'il y a une surveillance qui est aujourd'hui en place, une nouvelle vidéosurveillance qui analyse nos comportements et sur lequel on a vraiment du mal à travailler et du mal à voir ce qui se passe réellement aujourd'hui. Parmi ces usages de vidéosurveillance automatisée, celui qui fait le plus parler, je pense, et celui qui fait le plus peur, c'est évidemment la reconnaissance faciale. Il faut tout de suite combattre un mythe, c'est que la reconnaissance faciale, elle est déjà aujourd'hui en France. On va avoir tout un discours du gouvernement qui va nous dire qu'il faut nous habituer peut-être à la reconnaissance faciale dans le futur. Non, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà plein de dispositifs de reconnaissance faciale, malheureusement, en France, et qu'on n'a pas à aller voir en Chine ou dans d'autres pays pour avoir peur. C'est déjà ici, dans plusieurs grandes villes en France. Le meilleur exemple, c'est un fichier de police qui s'appelle le traitement des antécédents judiciaires, le TAJ pour faire court, qui comporte, selon les données qu'on a, 8 millions de photos. Alors ça peut être les photos des mêmes personnes, mais on ne sait pas trop, on a juste ce chiffre, 8 millions de photos. Et c'est des photos qui concernent normalement chaque personne qui a été concernée par une enquête, normalement si vous avez été suspecté. Tout le problème étant que vous pouvez avoir été innocenté après, mais que c'est trop tard, votre photo elle est dans ce fichier, et pour se faire retirer, c'est très compliqué. Bref, la police, et c'est le seul dispositif de reconnaissance faciale qu'on a vu aujourd'hui en droit français, la police a le droit de prendre des images sur les réseaux sociaux, de prendre des images des caméras, par exemple en manif, et si elle n'arrive pas à identifier quelqu'un, de faire de la reconnaissance faciale, voir si la personne est déjà fichée dans le TAJ et retrouver son identité. Ça paraît un peu technique comme ça, mais en fait, c'est fait depuis 2012, et ce qu'on a vu, et les chiffres qu'on a vus, c'est que par exemple en 2019, la police a fait 375 000 dispositifs de reconnaissance faciale avec ce fichier. C'est-à-dire que plus de 1000 fois par jour, on a la police qui a fait de la reconnaissance faciale sur la voie publique, avec un contrôle qui est totalement opaque finalement, on ne sait pas vraiment comment ça marche. On apprend au fil un peu des jours que par exemple dans des descentes, dans des squats ou dans des ZAD, ou même en manif,
la police commence à parler de machine de reconnaissance faciale, c'est-à-dire qu'en fait, ils prennent votre photo pour vous identifier, ils l'envoient au service du TAJ qui compare avec le fichier et ils essayent de retrouver votre identité. Mais ça fait qu'aujourd'hui, on a déjà ce dispositif de reconnaissance faciale de masse pratiqué en France par la police française. Et puis, on a déjà aussi de la reconnaissance faciale dans les aéroports avec des portiques paraves qui vont comparer votre photo stockée dans la puce de votre passeport au visage que vous présentez. On a eu des expérimentations qui ont été faites à Nice. Et puis, on a aussi la reconnaissance faciale qui est amenée pour parler de l'identité numérique. Alors, c'est un autre sujet, mais c'est important de voir qu'il y a vraiment cette normalisation de la reconnaissance faciale, cette habituation un peu qu'on nous fait sur un dispositif qui porte pourtant de graves problèmes pour les libertés. Très rapidement, finalement, ça revient un peu à se balader avec une carte d'identité sur la tête. C'est la fin de l'anonymat aussi dans l'espace public. C'est-à-dire que, est-ce que moi, demain, je vais descendre manifester si je sais que je peux être identifié très facilement par une caméra et je ne sais pas l'utilisation qu'en fera la police derrière. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment un peu ce développement qu'on voit, c'est-à-dire massification de la vidéosurveillance, différenciation des moyens de captation vidéo, la vidéosurveillance automatisée, et puis derrière, avec ce truc de la reconnaissance faciale qui se développe petit à petit et dont on a effectivement très peur. Et on peut faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, qui est la multiplication des sources vidéo. Aujourd'hui, avec les caméras piétons, demain, peut-être avec les drones, toutes ces sources de vidéos pourront, avec des systèmes d'interconnexion, permettre une reconnaissance faciale de plus en plus importante, de plus en plus massive, et avec cette difficulté de contrôler, parce que lorsque vous voulez vous faire retirer de ce fichier des traitements des antécédents judiciaires parce que vous auriez été innocenté dans une affaire, et bien même si en théorie vous pouvez être retiré, en pratique, et il y a énormément de rapports qui le disent, c'est très difficile parce que les personnes qui sont chargées de faire ce travail n'ont pas le temps, très basiquement. Et lorsqu'une caméra piéton, demain, sera activée lors d'un contrôle de police ou lors d'une opération de police, eh bien, avec ces systèmes de transmission en temps réel qui ont été autorisés dans la loi sécurité globale en 2021, eh bien, avec cette transmission en temps réel, on va pouvoir interroger quasiment en temps réel et en tout cas de manière beaucoup plus large qu'hier, ces personnes, ces images, faire des interconnexions avec ce fichier qui est globalement un fourre-tout. Du coup, on avait parlé dans la partie des services de renseignement du contrôle défaillant, et malheureusement, on va reparler ici du contrôle défaillant sur cette notion de technopolice, finalement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, normalement, on a des institutions qui sont là pour nous protéger, et dans cette question de la technopolice, ça devrait être vraiment la CNIL, c'est-à-dire la Commission nationale informatique et liberté, qui a deux grands pouvoirs dans la loi informatique et liberté qui a été faite en 1979, et qui, même si c'est vrai qu'elle a perdu certains pouvoirs aujourd'hui, alors on lui a enlevé certains pouvoirs de contrôle et d'autorisation notamment, elle a des pouvoirs de sanction, elle a des pouvoirs de communication très fortes, mais on l'a très peu vu sur les affaires de la technopolice. Un petit peu avec des communiqués, mais c'est souvent plus, on va dire, des grands communiqués de principe en disant « il faut une loi, il faut un cadre pour la reconnaissance faciale », mais pas vraiment de sanctions précises et fortes, ce qui fait que, en fait, finalement, le contrôle ne marche pas vraiment et que la technopolice se déploie petit à petit, de façon très expansive. Du coup, nous, derrière, c'est sûr que l'idée de technopolice, c'était d'arriver à créer un contrôle un peu de la société civile. Ce contrôle, il est compliqué, on a vu, c'est la documentation, ça se passe par des demandes de documents administratifs, ça se passe par la veille dans la presse, etc. Mais c'est toujours déficient, c'est jamais total, donc on n'arrive pas à voir exactement ce qui se passe en termes de technopolice en France aujourd'hui. Et derrière, on essaye aussi de faire des recours, mais même chose, c'est compliqué pour des questions de procédure administrative, c'est jamais facile. Et donc il y a aussi ce problème vraiment de contrôle, et que même qu'on va avoir des institutions comme je prends la Commission nationale consultative des droits de l'homme, CNCDH, ou même un rapporteur droits de l'homme à l'ONU, qui vont dire attention, les drones c'est dangereux, attention, la reconnaissance faciale c'est dangereux, il faudrait penser à l'interdire. En fait, elles ne sont pas écoutées. Pourquoi ? Parce que ça arrange bien le gouvernement En Marche en ce moment de faire passer ces lois les unes après les autres pour augmenter la surveillance. En plus du fait que les autorités qui auraient pu donner leur avis sur ces dispositifs n'ont pas du tout été écoutées, on a également pu observer une forme de complicité politique. En 2020, avec les élections municipales, nous avons lancé une lettre ouverte pour appeler les personnes à se positionner contre ces technologies, contre la vidéosurveillance automatisée, contre cette surveillance technologique de l'espace public. Et à Marseille, le printemps marseillais nous avait contacté et avait voulu signer cette lettre ouverte. Alors, cette lettre ouverte n'était pas destinée à des listes politiques, donc le printemps marseillais officiellement n'a pas signé cette lettre ouverte, mais nous étions quand même assez contents de voir une liste politique
dites de gauche se positionner contre ce genre de technologie. Finalement, le printemps marseillais a obtenu la majorité à Marseille et est arrivé au pouvoir. Et à partir de ce changement de majorité politique, nous avons pu observer un silence absolument total de la part de la nouvelle équipe municipale. Nous avons cherché à contacter la mairie de Marseille, la nouvelle équipe municipale, pour voir comment arrêter ce dispositif de surveillance qui avait été mis en place par la précédente majorité. Et nous avons eu en face un silence absolument total de la part de l'équipe nouvellement constituée. Et finalement, nous avons dû aller jusque devant les tribunaux, et aujourd'hui, nous avons toujours une affaire en cours devant le tribunal administratif de Marseille, parce que finalement, ce que la mairie a mis en place sous l'ère de la droite, la gauche, une fois arrivée au pouvoir, l'a non seulement maintenu, mais aujourd'hui, devant les tribunaux, défend son dispositif de vidéosurveillance. Et tout ça pour illustrer que dans ce domaine, eh bien, finalement, on ne voit que très peu de courage politique et les paroles ne sont pas du tout transformées en actes, en tout cas à Marseille, c'est vraiment ce qu'on a pu observer. Et ça nous interroge sur les moyens d'action, sur comment intégrer les citoyens, puisque la liste dite du printemps marseillais se voulait la plus inclusive possible et sortir un peu des partis classiques. Et cette histoire à Marseille nous interroge profondément. D'ailleurs, ça fait un lien avec finalement la première partie, mais dans cette même idée de défaillance finalement politique, on a la loi Renseignement 2021. En fait, il faut voir que le Conseil constitutionnel n'a pas été saisi sur les articles de la loi renseignement qui concernaient les boîtes noires, la surveillance satellitaire, etc., tout ce qu'on dénonçait. En fait, pourquoi ? C'est parce que pour qu'il y ait assez de parlementaires qui saisissent le Conseil, il fallait que le Parti socialiste au Sénat ou à l'Assemblée nationale veuille aussi saisir le Conseil constitutionnel. Or, le problème, c'était que la loi de 2015, elle datait évidemment du PS, c'était lui qui était à l'origine de la loi de 2015. Et donc, du coup, il ne s'est pas senti, évidemment, les parlementaires ne se sont pas sentis en fait, de saisir le Conseil constitutionnel sur la prolongation de la loi dans laquelle ils étaient à l'origine, ce qui fait que le Conseil constitutionnel n'a pas été saisi sur le renseignement, il ne s'est pas prononcé. Alors, ça n'empêche pas des contentieux futurs, etc. Mais c'est un peu, je trouve, dans ce même ordre de défaillance politique et en tout cas de défaillance des institutions sur la protection de nos libertés et de nos droits. Donc on a essayé de présenter en premier les services de renseignement, en deuxième, rapidement, cette notion de technopolice, de vidéosurveillance automatisée, bref, de surveillance de l'espace public. Et puis dans une troisième partie, on ne pouvait pas, nous à la Quadrature, laisser de côté évidemment la surveillance de l'Internet, mais par les services privés, par des entreprises privées, qui s'est développée notamment depuis surtout une dizaine d'années avec les GAFAM et principalement Google, et c'est notre troisième partie. Alors, c'est quelque chose qui date de presque l'arrivée des réseaux sociaux et de ces géants de l'Internet, cette surveillance publicitaire. Internet, lorsqu'il a été pensé, on aurait pu penser que ça allait être une utopie de démocratie, de liberté, d'absence de surveillance. Et en réalité, la centralisation d'Internet autour de quelques acteurs et le fait qu'un modèle économique capitaliste s'est mis en place, celui de la publicité, a fait qu'aujourd'hui, Internet est devenu un lieu de surveillance par des entreprises privées à des fins de publicité, pour faire de la publicité ciblée. Le principal outil aujourd'hui pour faire cette surveillance, ça va être le cookie. Alors qu'est-ce qu'un cookie ? Parfois on traduit le terme de cookie par témoin de connexion. Historiquement, le cookie n'est pas du tout une technique pour faire de la surveillance. Le cookie, c'est un dispositif qui permet de maintenir une connexion. Lorsque vous vous connectez à un site avec votre identifiant et votre mot de passe, il faut bien que, lorsqu'une prochaine page sera chargée, le site se souvienne que vous êtes bien Monsieur X ou Madame Y qui est en train de consulter, d'accéder à votre compte, de faire une opération en votre nom. Et finalement, ce cookie, qui est un fichier qui est déposé sur l'ordinateur de l'internaute, il permet d'identifier de manière unique une connexion. Et aujourd'hui, le cookie s'est transformé en cookie publicitaire, c'est-à-dire qu'un certain nombre de sites, sans demander l'avis à leurs utilisateurs et utilisatrices, vont déposer des cookies avec un identifiant unique, et cet identifiant va être un identifiant publicitaire. Quel est l'avantage ? C'est que lorsque vous rechargerez une page, eh bien, ce même identifiant sera présenté au site, et le site pourra savoir quel est votre historique de navigation et en déduire vos intérêts, vos préférences,
C'est pour cela que certains géants de l'Internet sont capables de très rapidement déduire les préférences des utilisateurs ou utilisatrices. Facebook est très connu pour rapidement savoir classer ses utilisateurs et utilisatrices avant même que les personnes ne soient au courant de leurs préférences. Et ça, grâce à cette technique du cookie qui a été dévoyée alors que, historiquement, elle a été créée pour un usage totalement légitime. Aujourd'hui, on a des entreprises qui sont spécialisées dans le traçage des internautes, dans la récolte de ces données personnelles pour ensuite transformer ces données en une plus-value publicitaire. On a parlé des géants de l'Internet, Google, Apple, Facebook, Amazon ou Microsoft, qui vont être chargés parce que leur survie économique en dépend. Ces géants de l'Internet vont être chargés de surveiller le plus possible les internautes. Alors, je parlais tout à l'heure des cookies, mais finalement, lorsque vous utilisez un service d'un géant de l'Internet, eh bien, les données que vous allez fournir à ce service vont être analysées en dehors des règles protectrices. Lorsque vous vous inscrivez aujourd'hui sur Facebook, eh bien, le service que va offrir Facebook, c'est un réseau social. Ce n'est pas une publicité ciblée. Pourtant, Facebook va faire en sorte, le maximum possible, de vous extorquer votre consentement pour pouvoir utiliser les données que vous allez lui fournir à des fins publicitaires, donc d'analyse automatisée et de profilage de vos centres d'intérêt pour ensuite vous catégoriser, vous faire des suggestions publicitaires, vous faire des suggestions aussi politiques. On l'a vu en 2019, l'affaire Cambridge Analytica a fait beaucoup parler d'elle. Qu'est-ce que c'était Cambridge Analytica ? C'était une application sur Facebook qui était chargée de récolter le plus de données personnelles sous couvert de quiz pour finalement profiler les personnes. Et tout cela se faisait grâce aux outils que met à disposition le réseau social à des fins de traçage publicitaire. C'est-à-dire que Cambridge Analytica ne savait pas que Monsieur X avait des préférences pour tel élément, et Madame Y préférait plutôt autre chose, mais il avait des données agrégées grâce aux outils de Facebook pour savoir que s'il voulait cibler un certain nombre de catégories de personnes, eh bien, le réseau social allait ensuite être capable d'afficher le message, et ici c'est un message politique, à ces personnes-là. Et aujourd'hui, cette agrégation de données, elle est au cœur de la surveillance sur Internet. On a des entreprises comme Criteo, grande entreprise française, qui sont chargées de faire du profilage à des fins publicitaires. C'est-à-dire que Criteo va fournir à des sites, par exemple des sites de presse, des moyens pour affiner leur ciblage publicitaire, et cela va se faire avec l'analyse des comportements des utilisateurs, en regroupant les historiques de navigation, en récupérant des données ailleurs, tout cela pour profiler au maximum les utilisateurs, sans avoir besoin de l'identité civile, sans avoir besoin que là, l'internaute s'appelle Monsieur X ou Madame Y, mais tout simplement en permettant d'identifier de manière quasiment certaine une connexion pour ensuite lui afficher soit des messages politiques, mais plus souvent des messages publicitaires pour de la nourriture, des voyages, peu importe. Alors aujourd'hui, on a de plus en plus de techniques pour identifier une connexion et permettre de retracer l'utilisateur ou l'utilisatrice sur Internet. Il y a un certain nombre d'expérimentations qui sont faites pour montrer que finalement, les géants de l'Internet arriveront toujours à être capables de surveiller les internautes. Et on aurait pu croire en 2016 que la loi permettrait de nous protéger, et c'est le fameux RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui est venu poser un certain nombre de règles qui existaient auparavant, mais il les a rappelées, censées protéger les internautes de cette surveillance, de ce traçage. Le RGPD, en fait, en tout cas nous tel qu'on l'a vécu au sein du Parlement européen, au moment des discussions, il faut voir que du coup, nous, on avait même très peur au début, au moment où ce texte est arrivé au Parlement européen. Il faut se rendre compte de ce que c'est que le Parlement européen. C'est vraiment gigantesque, avec des centaines de députés partout, et quand on y est physiquement, on est souvent totalement perdu. Bref, nous, on avait extrêmement peur que ça soit utilisé finalement par les entreprises privées pour affaiblir nos droits finalement. Et en fait, en même temps qu'arrivait l'affaire Snowden, ça a commencé à faire un peu peur à tout le monde, et ça a renversé, et ça a donné un texte, le RGPD, qui finalement est extrêmement protecteur s'il était bien appliqué. Et tout est là finalement, c'est s'il était bien appliqué.
Le principal, je pense, apport du RGPD que nous, on a essayé de bien mettre en pratique, c'est la notion de consentement libre. C'est-à-dire que, rapidement, ça traite des données personnelles, que normalement, l'utilisation des données personnelles, elle est extrêmement restreinte, sauf certaines exceptions, et le consentement est une de ces exceptions. Or, ce consentement, il doit être libre, c'est-à-dire qu'à aucun moment, on peut forcer votre consentement. Typiquement, si pour utiliser Facebook ou n'importe quel autre service, je suis obligé de donner mon consentement à l'utilisation des données personnelles, et bien en fait, ce n'est pas un vrai consentement. Or, il faut comprendre que toute l'industrie publicitaire, comme le disait Bastien, est construite finalement sur l'utilisation de ces données personnelles, et que si on appliquait le RGPD strictement, ben en fait, Facebook, qui est finalement une agence de publicité à 95%, parce que finalement, c'est vraiment tous ses revenus sont des services de publicité, ben en fait, tomberait totalement. Et du coup, à la Quadrature, en 2016, donc le texte est voté en 2016, appliqué en 2018, et le jour d'entrée en vigueur du RGPD, on lance 5 actions symboliques contre les GAFAM, Google, Apple, Amazon, Facebook et Microsoft, en disant, bon, bah ok, maintenant, appliquons le RGPD. On a fait ce qui s'appelle une action collective, donc on avait sur chaque plainte une dizaine, en gros, de 10 000 personnes sur chaque plainte qui nous aidaient en disant, bah voilà, on vient tous porter plainte devant la CNIL contre Google, et ce qu'il faut voir aussi, c'est que le RGPD, c'est une augmentation des sanctions, donc normalement, ça pouvait aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires de Google. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais ça fait quelque chose de comme des milliards et des milliards, quoi. Et aujourd'hui, on est en 2021. Et en fait, ces plaintes qu'on a fait en 2018, en mai 2018 précisément, certaines sont arrivées au bout de façon assez surprenante, mais la plupart, en fait, restent bloquées. Alors, je vais être très rapide. On a eu une sanction de la part de la CNIL française sur Google, mais ce n'était pas très clair. C'était une partie de notre plainte. Ce n'était pas vraiment notre plainte de 50 millions. On veut dire que 50 millions, Google, ça ne leur fait pas grand-chose. Et puis, très récemment, une autre plainte est arrivée à peu près au bout, mais même chose, c'est très opaque, on ne comprend pas vraiment quelle partie de notre plainte a été retenue, au Luxembourg contre Amazon, de 746 millions, je crois. Un point un peu juridique, mais c'est important de comprendre ça, c'est que si le RGPD a été une grande avancée, son problème, c'est l'application. Pourquoi, en fait, le principe, c'est que ne peuvent gérer les plaintes que les autorités de protection de vie privée, en France la CNIL, sur lesquelles les entreprises ont leur déplacement principal. Et donc ce qui se passe en fait, c'est que la plupart, évidemment, de ces GAFAM sont partis soit en Irlande, soit au Luxembourg, par exemple pour Amazon. Et en fait, c'est un gros problème aujourd'hui, la CNIL en Irlande, en fait, ne traite pas ces plaintes, ou alors ils traitent tellement lentement que ça fait maintenant 3 ans qu'il y a des centaines et peut-être des milliers de plaintes qui sont faites par des gens, vous, nous et plein d'autres, contre les géants du numérique. Et en fait, la CNIL irlandaise ne les traite pas, ce qui fait que finalement le RGPD n'est pas appliqué, et ce qui fait que cette surveillance publicitaire continue encore et encore. Et c'est là tout le problème du RGPD. En 2018, finalement, on s'était dit que ça pourrait être un bon texte. Et au-delà de ces règles autour du consentement notamment qui ont été réaffirmées, les sanctions qui ont été augmentées peuvent réellement être dissuasives aujourd'hui. En 2018, lorsqu'on lance nos plaintes collectives, l'idée c'était de facilement pouvoir saisir les autorités qui sont à la base du RGPD. Le RGPD, ces règles ne pourront pas être effectives si elles ne sont pas appliquées. Et qui est chargé par le RGPD d'appliquer ces règles? Ce sont ces autorités de contrôle, en France, la Commission nationale informatique et liberté. Et ce qui nous intéressait en 2018, c'était de tester ce moyen de saisie directe de ces autorités chargées d'appliquer ces règles européennes. Et avec les plaintes collectives qu'on a lancées en 2018, l'idée, c'était vraiment de tester et de savoir si cette avancée théorique, en pratique, elle était efficace. Et aujourd'hui, la réponse, elle est clairement négative. Aujourd'hui, saisir une autorité de contrôle, c'est facile, mais avoir une décision, c'est quasiment impossible. Il y a un mécanisme européen, que mentionnait Martin, qui va faire qu'un certain nombre de plaintes, lorsqu'elles sont adressées dans un pays, vont parfois être transmises à une autorité d'un autre État. Et il y a certains États, notamment l'Irlande, pour Microsoft ou pour Facebook, qui ont des autorités qui sont sous-dimensionnées. Ces autorités, elles n'ont pas les moyens ni financiers ni politiques de s'attaquer à ces géants du numérique. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une impasse. On se retrouve avec un texte qui pourrait être protecteur s'il était appliqué. On se retrouve avec des autorités de contrôle qui sont les premières à être chargées d'appliquer ce genre de texte, qui sont défaillantes. Et finalement, on n'a pas grand-chose sous la main qui nous reste. Alors, on peut toujours saisir les juridictions.
C'est ce qu'on avait fait, nous, avec les drones en 2020, puisque les drones sont, au-delà de cette surveillance, sont aussi un traitement de données personnelles et donc relèvent des règles européennes sur la protection des données. Et au lieu de saisir directement la CNIL, on est allé directement devant les juges, mais c'est très difficile pour un citoyen ou une citoyenne de systématiquement saisir une juridiction où il faut s'entourer d'un avocat ou en tout cas d'un conseil, avec des risques juridiques et financiers. Bref, en pratique, la mise en application de ces règles européennes est quasiment impossible et nous sommes aujourd'hui dans une impasse. Donc en conclusion, rapidement, on a vu les services de renseignement, on a vu la surveillance de l'espace public, on a vu aussi rapidement la surveillance publicitaire. En conclusion, moi je pense, mais tu compléteras Bastien, moi j'ai quelques points. Le premier, c'est qu'on entend souvent dans ces débats, et notamment sur les questions des lois renseignement et de la surveillance de l'espace public, que finalement, dès qu'il y a une opposition à ces lois, on va dire « Ah, mais en fait, c'est intéressant, les gens donnent toutes leurs données aux grands réseaux sociaux et en fait, on peur de l'État, c'est un peu ridicule et c'est une sorte de dévoiement de la lutte comme ça. » En fait, ce qu'on voit, c'est que la surveillance des réseaux sociaux, elle est illégale, hein, que en fait, les gens ne donnent pas volontairement leurs données à Google pour qu'ils en fassent n'importe quoi. C'est Google qui viole la loi, finalement, pour capter des données dont il n'aurait pas le droit d'utiliser. Ça, c'est une première chose que moi, je trouve importante. Deuxièmement, dans cette espèce d'exposé de ce qu'on a essayé, nous, à la Quadrature, ou en tout cas les domaines dans lesquels on lutte, évidemment, ce n'est pas le champ complet de la surveillance, on est bien conscient. On a pris 3 principaux points, parce que c'est les 3 principaux points sur lesquels on travaille. Il y a énormément de choses à dire. Je pense notamment à la question du fichage et des fichiers policiers qui n'arrêtent pas de s'étendre. On a eu en février 2020, décembre 2020, pardon, un autre type de fichier qui est arrivé, c'est les fichiers PASP, ou c'est des acronymes un peu spéciaux, mais bref, c'est le fichage des données politiques, des opinions politiques et même de la sexualité des personnes. Plein de choses qu'on n'a pas le temps de traiter, mais qu'il ne faut évidemment pas laisser de côté. Au-delà de cet iceberg dont on a vu seulement le sommet, il faut aussi, peut-être pour conclure, se poser la question de qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut faire. On a vu principalement les autorités, les institutions qui sont chargées de lutter contre ça, soit n'ont pas de pouvoir, soit ne sont pas écoutées. Et nous, à la Quadrature du Net, on est presque dans un constat d'échec et d'impasse. Il faut réussir à réinventer la lutte. Aujourd'hui, on n'a pas forcément de réponse, ou en tout cas, on réfléchit à d'autres manières de faire. Mais on est très conscient qu'il nous reste encore beaucoup de choses à faire et évidemment qu'on continuera cette lutte dans les années qui suivent. Surtout que le gouvernement ne nous en laisse pas tellement le choix. Si je prends juste le calendrier législatif, par exemple, donc là, on a eu, je ne sais pas, 4, 5, 6 lois depuis un an quasiment de renforcement des pouvoirs de surveillance de l'État ou des entreprises privées. Aujourd'hui, il y a la loi sur les drones. En même temps, en Union européenne, il y a une loi qui va réformer le marché, on va dire, du business numérique qui s'appelle Digital Service Act et qui va repenser toute une question de la surveillance des communications, en tout cas par les entreprises privées. Et puis, Emmanuel Macron a déjà annoncé une nouvelle loi de police pour début 2022 qui devrait, on pense, fortement parler reconnaissance faciale et préparation des Jeux Olympiques 2024 à Paris, parce que ces Jeux Olympiques sont présentés un peu comme un terrain d'expérimentation pour toutes ces nouvelles technologies de surveillance. Donc du coup, beaucoup d'autres combats sont à venir, et notamment cette loi de 2022 à laquelle il va falloir beaucoup s'intéresser. Sur les ouvrages à lire, bon, moi j'aurais tendance à faire un peu la promo entre guillemets du livre de Félix Tréguer, qui est un des membres de la Quadrature du Net et qui a écrit l'Utopie déchue, donc qui est tout justement cette croyance dont parlait Bastien sur un Internet libérateur pour la démocratie, etc., et qui finalement se transforme aujourd'hui en outil de surveillance. Et puis peut-être sur les questions de Technopolis, un documentaire de Sylvain Louvet qui s'appelle Tout suspect, je crois, sur Arte, qui donnait un bon échantillon de ce qui se fait aujourd'hui en termes de nouveautés de surveillance de l'espace public, qui est notamment à Nice, etc. Du coup, pour conclure, déjà merci à Blast de nous avoir donné la possibilité de faire cette masterclass. C'est assez rare de pouvoir parler comme ça, quasiment 1 heure sans interruption, donc merci à eux. Je vous invite à aller sur le site de la Quadrature du Net, laquadrature.net, pour suivre
un peu tous nos articles, nos analyses et nos combats, aussi sur technopolis.fr, donc cette campagne de surveillance de l'espace public. Et vous pouvez aussi nous aider, la Quadrature du Net, en nous faisant un don, puisque nous sommes une association qui ne vit que par des dons, sur notre site, pour nous aider à continuer la lutte. Merci beaucoup pour votre écoute, et à très vite, nous le pensons, à travers toute cette lutte. Donc restez avec nous pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Dans une toute petite minute, nous allons passer à la séance des questions en direct avec Bastien et Martin. Ces masterclass, comme je vous l'ai dit en intro, auront lieu chaque dernier samedi du mois pour nos abonnés. Écologie, économie, politique, géopolitique, santé, justice, lutte sociale, féminisme, égalité des genres, on compte aborder tous les sujets. On va aussi lancer une petite consultation auprès de vous, abonnés, afin de connaître les intervenants que vous aimeriez voir dans ces masterclass. Pendant l'heure qui vient de s'écouler, j'ai sélectionné un certain nombre de questions dans le chat. On ne pourra peut-être pas toutes les aborder, mais je m'efforcerai de les transmettre de manière équitable. Maintenant, on va retrouver Martin et Bastien pour une heure de questions. Merci de votre attention. À tout de suite. Moi, il y a une question qui m'intéressait. La première, c'était celle d'Éric sur le fait que notre masterclass était un peu déprimante parce qu'on avait l'impression quelquefois d'être impuissant à tout ça. Et je pense que c'était un bon moyen de rebondir parce que c'est un sentiment qu'on peut avoir beaucoup de notre côté, même si évidemment on continue cette lutte. Rien que du côté législatif, c'est vrai que c'est extrêmement frustrant de voir que finalement tout le plaidoyer, le lobby qu'on peut faire, toute la pression qu'on peut essayer de mettre, elle va avoir un effet extrêmement restreint, si ce n'est inutile quelquefois, quoi, parce que quand on voit la loi Avia, la loi renseignement, la loi sécurité globale, la loi Drone 2 qui est passée cette semaine, en fait, avec une majorité parlementaire qui va de toute façon voter le texte que le gouvernement lui impose, en fait, on a l'impression que ça sert à rien. Alors après, il faut quand même revenir un peu en arrière. Sur la loi sécurité globale, par exemple, et sur la loi Avia, il y a eu un succès. Et ce succès, c'est toujours un peu bizarre. C'est le Conseil constitutionnel qui l'a apporté. Le Conseil constitutionnel a censuré la loi Avia. Donc très rapidement, c'était une loi sur la censure des propos en ligne. Et sur la loi sécurité globale, elle a censuré une grosse partie du dispositif, notamment sur les drones. Mais en même temps, donc on peut se dire, ah bah oui, le Conseil constitutionnel, il réagit à une pression publique, une pression de plaidoyer. Il y avait des manifs aussi bien pour la loi Avia d'ailleurs que pour la loi sécurité globale, où il y a eu évidemment des énormes manifs. Donc on peut dire que c'est une victoire. Mais deux choses. Un, il ne faut pas se reposer sur le Conseil constitutionnel, qui est une institution qui est extrêmement critiquable. Il n'y a pas de transparence dans la manière dont fonctionne le Conseil constitutionnel. On ne peut pas aller plaider, par exemple, devant le Conseil constitutionnel. On sait d'ailleurs qu'ils se parlent un peu en sous-main avec le gouvernement avant de publier leurs décisions. Donc, c'est pas vraiment une institution démocratique effective, quoi. Et puis derrière, on voit que même si le Conseil constitutionnel censure, en fait, ça revient. Le meilleur exemple, c'est les drones. On a eu 4 décisions juridictionnelles, en gros, qui ont censuré les drones. Et puis derrière, finalement, le gouvernement, il revient. Et on a l'impression que, quoi que dise le Conseil constitutionnel, le gouvernement, il revient jusqu'à ce qu'à un moment, ça craque, quoi. Donc c'est sûr qu'il y a ce sentiment d'impuissance. C'est pas une réponse très positive que je donne. Mais oui, c'est un truc qui est partagé. Peut-être que Bastien, tu veux parler du contentieux, peut-être ? Non, mais avant de parler du contentieux, il y a quand même, on a quand même observé avec la loi sécurité globale une très grosse mobilisation dans la rue, et c'était l'occasion de mettre la lumière sur les violences policières, ce que voulait masquer cette loi. Donc je serais moins pessimiste que toi, Martin, sur cette impuissance. On a un constat de très grosses difficultés, les institutions sont défaillantes, mais il reste quand même des manières d'agir. Et la première, ça a été les manifestations dans la rue, les manifestations chaque semaine partout dans la rue. La carte qu'il y avait sur le site de la coordination contre la loi sécurité globale montrait bien que c'était quelque chose de très décentralisé, de partout, de généralisé. Donc c'est quand même, ça fait chaud au cœur, je trouve, de voir autant de manifestations et une reprise citoyenne assez générale. Donc il y a quand même ce gros moyen. Après, sur le contentieux, c'est difficile de pouvoir faire des pronostics, parce que, comme tu l'as dit, le Conseil constitutionnel, qui ici va être le premier juge, il est pas satisfaisant. Il y a d'autres moyens. On peut aller voir l'Union européenne dans certaines situations. Et en matière de renseignement, nous, le fait on a eu une assez bonne décision de la part de la Cour de justice de l'Union européenne l'année dernière, mais ça n'a pas empêché, de toute façon, après, les juridictions françaises d'en faire qu'à leur tête. C'est évident que ça participe au coup politique, mais c'est pas satisfaisant. Et donc j'aurais plutôt tendance, moi, pour l'avenir, à miser sur cet engagement citoyen. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait avec la campagne Technopolis, hein. Rien que le fait de documenter ce qui se passe dans sa ville,
ça fait rajouter du coût politique et c'est quelque chose d'assez agréable de voir. Enfin, l'exemple qu'on citait de Saint-Étienne, c'est quand même un assez bon exemple de cette action citoyenne qui peut assez vite et de manière assez concrète avoir des effets. Une autre question ? Vas-y. Alors, je vais prendre la question de Franklin. Donc, je vais la lire. J'ai entendu parler d'algorithmes pouvant générer un profil à partir de ce qu'un usager ne fait pas sur les réseaux sociaux. Réalité, point d'interrogation, utilisée par les instances de surveillance, point d'interrogation. Alors, Franklin, c'est assez difficile de savoir ce que font ou pas les réseaux sociaux. Ce qu'on sait, parce qu'il y a quand même pas un minimum d'études, c'est que Facebook, par exemple, est le champion dans les profils fantômes, les comptes fantômes. C'est-à-dire qu'avant qu'un utilisateur ou qu'une utilisatrice soit inscrit ou inscrite sur le réseau, le réseau social va être capable d'identifier une personne et de lui attribuer un identifiant commercial pour savoir quelles sont ses préférences. Et comme ça, si plus tard cette personne s'inscrit sur le réseau social, Facebook saura déjà tout de suite quelles sont ses préférences. Après, est-ce que on peut en déduire indirectement, j'imagine, des préférences négatives, mais c'est très difficile à documenter parce que Facebook, évidemment, n'a aucun intérêt à expliquer comment il fonctionne. Il a tout intérêt à garder son précaré. Donc, je ne peux pas répondre plus que ça. Il faut partir du principe de toute façon que les réseaux sociaux sont une mine à données et font de la publicité ciblée. Alors, dans plein de situations, c'est totalement normal de rester sur ces réseaux sociaux. On ne va pas reprocher à des étudiants, par exemple, de ne pas chercher à entrer en contact avec les personnes de sa fac quand un étudiant arrive tout seul dans une ville, mais il faut garder ça en tête que les potentiels de surveillance sont assez importants. Il y a une question sur qu'est-ce qui se cache derrière les dispositions autour de la coopération interservice, la coopération internationale. Alors, je pense que c'est une question qui est, quand on parlait de la loi renseignement, de dire qu'effectivement, la nouvelle loi renseignement 2021 facilitait cette coopération entre services de renseignement. Alors, très, très rapidement, parce que c'est hyper technique, et d'ailleurs, qu'on a perdu au Conseil constitutionnel sur cette question-là pendant l'été. En fait, ce qu'il faut voir, effectivement, tu parles de coopération internationale. Alors, je ne sais plus si je crois que Bastien en parlait déjà, mais que d'un côté, on a les services de renseignement, ce que peuvent faire les services de renseignement sur les personnes vivant en France ou les Français et les Françaises. Là, on va avoir ce cadre très critiquable, pas vraiment un cadre, etc., mais on sait à peu près ce qu'ils font et on a quand même un cadre juridique. Et effectivement, à côté, on va avoir les services de renseignement sur, à l'international, où là, finalement, il n'y a quasiment pas de cadre et il y a vraiment un pouvoir de surveillance qui est beaucoup plus important. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important à comprendre. Et finalement, c'est une question qui va sûrement venir, ou on espère en tout cas dans les prochaines années, c'est ce combat un peu sur qu'est-ce qui se passe au niveau renseignement international. Et d'ailleurs, il y a des choses qui sont assez bien décrites, de dire que finalement, le cadre français qui existe, donc ce cadre national, de renseignement national, il ne sert pas à grand-chose s'il n'y a pas de cadre international, parce que finalement, tous les États, s'ils peuvent être bloqués en interne, peuvent finalement arriver à se repartager les infos entre elles et passer du coup par ce cadre international, et donc à pas respecter. Pardon, c'est un peu chiant et un peu technique, mais c'est important de voir qu'en fait, ça laisse un pan entier de la surveillance totalement hors du droit. Non, mais sociologiquement, ça a été assez bien étudié sur ce nivellement par le bas du fait d'une surveillance internationale qui est absolument pas contrôlée. En France, la CNCTR, elle n'a absolument aucune prise sur le renseignement extérieur, donc international. Et en fait, ce qui se passe, et c'est pas nous qui l'affirmons comme ça, c'est vraiment des études sociologiques, et notamment Didier Bigot, qui a étudié la sociologie des renseignements. Lui, ce qu'il explique, c'est que le phénomène qu'on observe, c'est que quand on a deux partenaires deux États qui collaborent. L'un va demander à l'autre d'espionner pour son compte ses citoyens. Donc, du coup, pour le partenaire, ça sera du renseignement international pas contrôlé. Et inversement, le premier pays va espionner pour le deuxième ses citoyens. Et donc, ça sera ici aussi du renseignement international. Et ensuite, on va avoir un échange d'informations. Ce qui fait que on vide de sa substance le contrôle du renseignement avec un marché, c'est vraiment le terme qui est utilisé par la sociologie, un marché du renseignement.
Et nous, on avait voulu donc s'attaquer à ce partage d'informations. Et en fait, le Conseil constitutionnel a rendu une décision vraiment politique. C'est-à-dire qu'il adapte son contrôle sur la loi en fonction de si on fait... je reprends, on avait attaqué une disposition de la loi qui prévoyait l'échange d'informations entre services de renseignement et entre services de renseignement et autres administrations, donc par exemple la CAF, les impôts, etc. Et le Conseil constitutionnel a totalement validé les échanges entre services de renseignement, alors même qu'il utilisait des mêmes règles pour avoir une conclusion différente pour les échanges entre administrations et entre services de renseignement. Tout ça pour dire que dès qu'on parle de renseignement, le Conseil constitutionnel, son contrôle est complètement inefficace. Et pour des raisons politiques, dans 25 ans, quand les délibérations du Conseil constitutionnel seront ouvertes, ça sera très intéressant de voir ce qui s'est passé. Mais vraiment, cet été, on a observé une décision politique de la part du Conseil pour valider les échanges entre services. Et donc, ça ne fait que participer à cet échange d'informations décuplé pour surtout pas mettre de bâton dans les roues des services. Et effectivement, un autre apport de la loi, hein, je ne sais pas comment, vu qu'on n'entend personne, je ne sais pas comment on nous arrêtera, on est parti pour, pour la journée, mais un autre aspect de la loi renseignement, c'est effectivement la coopération interservices, pas qu'entre services de renseignement, mais la loi 2021, elle permet aux services de renseignement de forcer des services, notamment sociaux, à leur passer des informations. Donc, c'était une grosse crainte, on a essayé de la soulever, et c'est passé malheureusement comme une lettre à la poste, pour reprendre une expression. Je vois qu'il y a une question sur le pass sanitaire, qu'on a été... on a été les seuls à annuler notre présence à un festival. Moi, je veux bien... Alors, Bastien est l'expert pass sanitaire. Moi, je veux bien, juste avant, revenir sur un sujet on n'a pas trop abordé dans la masterclass, et c'était plus une question de temps. C'est peut-être rapidement parler du Covid comme accélération de surveillance ou intensification de la surveillance. Alors, c'est des débats qu'on a en interne, parce qu'on n'est pas tous et toutes d'accord entre nous. Moi, j'ai l'impression quand même qu'avec le Covid, il y a eu une intensification, une diversification des moyens de surveillance. Notamment, je prends les drones, on les a vus arriver, la police a commencé à les utiliser massivement au moment du confinement. On avait vu, avant, en gros, ils les utilisaient pour surveiller les manifs, quelques manifs, on avait des articles, etc. Et là, tout d'un coup, au moment de la surveillance du confinement pendant le Covid, on a un peu une libération de l'utilisation des drones, et qu'on remarque d'ailleurs les manifs qui ont eu lieu pendant l'été 2020, même chose, un peu la police avait pris l'habitude, il y avait une normalisation du drone comme outil de surveillance, et ça avait permis un peu à déculpabiliser, j'imagine, la police d'utiliser ce moyen de surveillance. On a aussi les caméras thermiques. On avait vu avant quelques articles sur des mairies qui mettaient en place des caméras thermiques, donc pour voir quelle est notre température, même si ça ne marche pas du tout. Même chose, le Covid arrive, et hop, on commence à les utiliser. On a des mairies, des écoles qui commencent à les mettre en place, etc. Même chose pour tout ce qui est vidéosurveillance augmentée ou je ne sais plus comment on dit, améliorée, non, vidéosurveillance automatisée, pardon. Oui. Et du coup, on avait avant quelques expérimentations, et puis on voit tout de suite que le santé, le Covid, va un peu déculpabiliser beaucoup d'entreprises qui vont se mettre à proposer des robots, notamment pour vérifier dans les entreprises la distance entre les salariés, vérifier aussi s'ils ont ou pas une fièvre, etc. Donc il y a quand même une accélération, et qui finalement, évidemment, arrive aussi sur le pass sanitaire. Peut-être que tu veux parler du pass sanitaire, Bastien, derrière. Oui, le pass sanitaire, ce qui est quand même... Alors, il y a plein de choses à dire sur le pass sanitaire, et on ne pourra pas du tout être exhaustif, mais nous, une des choses qui nous inquiète, c'est que cette technologie du code en 2 dimensions, donc quand une personne est chargée de vérifier l'authenticité de votre pass sanitaire, vous devez présenter un code en 2 dimensions, et ce code en 2 dimensions, il comporte énormément de données relatives à votre état civil, donc nom, prénom, date de naissance, mais ensuite toutes les informations de santé. Donc le nom du vaccin, le type du vaccin, le nombre de doses, quand vous vous êtes testé, quel était le type du test, quel était le code de l'établissement qui a fait le test. Donc après, avec ce code, on peut savoir où vous étiez à tel endroit. Donc toutes ces informations de santé, elles sont présentes dans ce code en 2 dimensions. Et au-delà du fait qu'on l'a écrit en août, ce pass sanitaire, c'est quand même un moyen de contrôle des populations.
une des choses aussi qui nous inquiète, c'est que cette technologie du code en 2 dimensions, on est en train de la banaliser. Et aujourd'hui, ce code en 2 dimensions, on le retrouve sur les cartes nationales d'identité électronique. En 2012, je l'avais déjà expliqué sur Blast quand j'avais présenté les problèmes du pass sanitaire. En 2012, le Conseil constitutionnel censure l'ancêtre de la carte nationale d'identité électronique. Il censure les dispositions relatives à ce qui s'appelait à l'époque une puce service, c'est-à-dire c'était une puce qui était destinée à permettre à des sociétés tierces, un commerçant, une banque, etc., de récupérer de manière informatisée et rapide toutes les informations contenues sur la pièce d'identité. Et en 2012, le Conseil constitutionnel censure cette possibilité en disant non, c'est pas assez encadré, il faut beaucoup plus encadrer ça. Donc en gros, il dit que les garanties sont pas là. Et finalement, on retrouve cette puce service sous la forme aujourd'hui de ce code en 2 dimensions. C'est-à-dire que sur les nouvelles cartes nationales d'identité dites électroniques, vous avez un petit code tout petit qui peut paraître anodin et en fait qui contient quasiment toutes les informations de votre pièce d'identité. Alors pour l'instant, ne sont pas présentes ni les photos ni les empreintes digitales, mais à l'avenir, c'est quasiment certain que ces informations vont se retrouver dans ce code. Et donc aujourd'hui, ce code permet à n'importe quelle personne qui le scanne de vérifier que vous vous appelez bien nom, prénom, date de naissance, toutes les informations relatives à votre état civil. Et évidemment que la présence de ce code, c'est une incitation à l'utiliser. Et donc demain, on est en train d'inciter les commerçants, la police de plus en plus à scanner ce genre de documents alors qu'on n'en a pas besoin et donc de dévoiler à des tiers des informations personnelles dans des situations où on n'en aurait pas besoin. Et c'est vraiment cette banalisation de la technologie qui est assez importante avec cette utilisation de ce type de technologie, alors que le débat ne s'est pas du tout fait. La carte nationale d'identité, c'est des mesures réglementaires, donc ça passe pas devant le législateur. Il n'y a pas de débat national qui est organisé. C'est une petite phrase dans un décret, et alors que ça a des conséquences très importantes sur des problèmes de droit à la vie privée. Et finalement, le pass sanitaire a participé à banaliser ce type de technologie. Et il faut voir au-delà de ce pass sanitaire qui va peut-être encore durer plusieurs mois, mais on l'espère en tout cas dans quelques années, au maximum, ça sera fini. Mais en fait, on aura déjà perdu, si on ne s'attaque pas dès maintenant, la bataille de cette technologie du code en 2D qui est conçue pour offrir à n'importe quelle personne toutes ses données personnelles. Il y a une autre question sur le cadre légal pour les services de renseignement, notamment sur les dispositifs de boîte noire, donc ces algorithmes qui analysent en masse nos télécommunications pour repérer des bruits suspects, entre guillemets. C'est un truc dont on n'a pas trop parlé dans la masterclass, même chose, c'était une question de temps. C'est effectivement, et en fait c'est hyper important, c'est en fait pourquoi et pour quel but les services de renseignement ont-ils le droit d'utiliser tout leur pouvoir. Et effectivement, au début, on pourrait se dire que c'est que pour prévenir des attentats terroristes, pour être très simple. Et en fait, on s'est rendu compte, même si on s'en doutait, que la notion finalement qui guide souvent l'utilisation de services de renseignement, Bastien, n'hésite pas à me couper, c'est souvent celle de sécurité nationale et de sûreté nationale, et qui est en fait une interprétation très très large. Notamment, on s'est rendu compte que pendant la crise des Gilets jaunes, les services de renseignement avaient utilisé leur pouvoir pour surveiller les manifestations des Gilets jaunes parce qu'ils considéraient que ça rentrait dans leur champ de compétences. Et donc, en fait, c'est une question de dévoiement des pouvoirs, effectivement, où on donne les pouvoirs des services de renseignement pour s'attaquer à quelque chose d'assez précis. Mais en fait, dans l'idée et dans la pratique, ça va être utilisé de façon très large pour, finalement, une utilisation politique et non pas juste de sécurité nationale, même si le terme est très dur à définir. Si on regarde les rapports chaque année de la CNCTR, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, on s'aperçoit que la part du renseignement pour des raisons terroristes tend à diminuer, mais par contre, celle pour la prévention de violences collectives augmente de manière très importante. Or, cette prévention des violences collectives, qui est une des finalités donc prévues par la loi qui permet de mettre en place des techniques de renseignement, c'est cette finalité qui aujourd'hui est utilisée pour faire de la surveillance politique. Les Gilets jaunes en 2019, le point révèle donc que 150 Gilets jaunes sont surveillés, et ça c'était possible parce que les services de renseignement avaient utilisé la finalité de prévention des violences collectives. Et au-delà de ça, alors les boîtes noires, elles sont
en théorie, par la loi, réservé à la lutte contre le terrorisme, mais il faut aussi savoir ce qu'on entend par terrorisme. Qu'est-ce que le terrorisme? Or, la police, elle est globalement la seule à décider ce qui relève ou pas du terrorisme, puisque même s'il y a un système d'autorisation par la CNCTR, il n'y a pas de juge qui intervient réellement. Et finalement, on s'est aperçu dans d'autres matières que la police, elle a une conception très large de ce qui est du terrorisme ou pas. En matière de censure, la police peut aujourd'hui demander à des sites internet de censurer de manière administrative, donc sans passer devant un juge, des contenus sur internet qui seraient à caractère terroriste. Et on s'est aperçu dans cette matière que la police, elle a tendance à demander de la censure de contenus qui ne sont absolument pas des contenus à caractère terroriste, parce qu'elle a une conception beaucoup trop extensive. Or, en matière de renseignement, on peut légitimement se demander si cette vision extensive du terrorisme ne s'appliquerait pas et si les services de renseignement ne seraient pas tentés d'utiliser vraiment de manière large leur pouvoir offert en matière de lutte contre le terrorisme pour utiliser ces boîtes noires dans d'autres finalités. Encore une fois, c'est très difficile de le savoir. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que les services de renseignement demandent depuis pas mal de temps à ce qu'on ouvre cette possibilité de surveillance algorithmique au-delà du terrorisme, puisque l'année dernière, en 2020, il y avait le rapport Larrivée, donc un rapport parlementaire, qui faisait un peu la liste de courses des souhaits du renseignement, qui disait que les services de renseignement demandent à ce qu'on puisse mettre des boîtes noires, par exemple pour faire du contre-espionnage économique, de la surveillance de mouvements sociaux. Et donc, on a vraiment cette tendance des renseignements à en vouloir encore plus. Il y a une autre question, on enchaîne les questions sur le financement de la technopolis. Bon, là, c'est franchement une super question. Donc, c'est de dire que c'est comment, et comment les petites municipalités, les grandes municipalités arrivent à avoir tout cet argent pour mettre en place cette surveillance. Bon, il y a plusieurs angles. Bon, il y a un angle qui m'intéresse déjà, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans l'expérimentation et que dans les expérimentations et dispositifs qu'on a vus tester, notamment à Valenciennes avec le géant chinois Huawei qui proposait à Valenciennes un système de vidéosurveillance automatisé, mais aussi à Toulouse ou dans d'autres villes, notamment par exemple pour les portiques de reconnaissance faciale dans les lycées de Nice et de Marseille, ou même chose, c'était un projet avec une entreprise américaine, Cisco. C'est des projets qui en fait étaient gratuits pour la municipalité. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un espèce de marché d'entente entre la collectivité et l'entreprise et plusieurs intérêts. Donc, l'entreprise, elle va pouvoir tester son dispositif, voir si ça marche, et derrière, l'améliorer et donc mieux le vendre. La municipalité, en fait, elle n'a pas à payer pour le portique de reconnaissance faciale ou pour le test de Huawei dans sa collectivité. Et ensuite, ça les intéresse aussi parce que, comme c'est gratuit, il n'y a pas de marché public à faire. Et donc, finalement, elle est en dessous de certains seuils qui l'obligent à une publicité. Et du coup, ça, c'est un premier truc important, c'est de voir que, quelquefois, ça ne va rien coûter à la municipalité, qui va d'ailleurs s'en vanter sans se demander, ou alors en se demandant mais en le cachant, en fait, que l'entreprise, qu'elle soit chinoise, française, américaine ou autre, en fait, elle vient tester ces dispositifs sur nous, et derrière, ça nous transforme un petit peu quand même en rat de laboratoire pour aller assez vite, quoi. C'est quand même une question qui était assez folle sur les portiques de reconnaissance faciale dans les lycées. C'était vraiment ça. On avait la collectivité, la région sud en l'espèce, qui nous disait, mais vous voyez, on paye rien, c'est super. Cisco, ils viennent gratuitement tester de la reconnaissance faciale sur les enfants, c'est top. Et c'était vraiment le discours qu'on avait. Heureusement, ça a été annulé. Mais voilà, dans beaucoup de collectivités, on peut se douter que cette question-là. Et puis ensuite, il faut voir que en fait, c'est un marché énorme. Il y a beaucoup d'argent, on l'a dit. Il y a un fonds spécifique du ministère de l'Intérieur qui finance tout ça, parce que c'est une volonté politique de financer, de mettre à niveau, entre guillemets, les collectivités sur la surveillance numérique. Je prends un exemple de très récent, c'est Laurent Wauquiez dans sa région il n'y a pas longtemps, qui a voté un grand règlement aussitôt qu'il a été réélu pour justement dire qu'il fallait encore plus financer, encore plus mettre d'argent, aider les petites villes et même les villages à mettre en place la surveillance pour en avoir partout, financer aussi bien les nouvelles caméras que les logiciels. Je ne sais pas si Bastien, tu as envie de rajouter. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des toutes petites villes qui ont 1000 ou 2000 habitants qui se retrouvent avec des caméras alors que c'est pas du tout nécessaire. C'est des journalistes à la revue dessinée qui avaient étudié le cas d'un village, je crois, de mémoire, il y avait 1200 habitants.
et avec une grande départementale, il se passait rien, il y avait juste des voitures qui passaient, et ce petit village dans lequel il se passait rien, eh bien, c'est équipé de caméras parce que ça lui coûtait quasiment rien, parce que c'était financé en grande partie par le ministère de l'Intérieur. Il y a autre chose aussi qui est assez intéressant, c'est que on ne sait pas trop le prix finalement de tout ça. On peut se douter que c'est assez cher, mais aujourd'hui, dans les marchés publics qu'on arrive à voir sur la vidéosurveillance automatisée, sur l'achat donc de logiciels pour analyser automatiquement l'espace public et repérer certains comportements suspects, ben en fait, dans les marchés publics qu'on voit, quelquefois, ça va juste être une ligne sur 100 pages de marché public, où on a vraiment l'impression que même la collectivité s'en rend pas compte ou que c'est un détail pour elle finalement. On va avoir achat d'un logiciel automatisé. C'est un peu devenu la nouvelle norme des marchés publics de vidéosurveillance. Et donc, même chose, on ne sait pas vraiment si ça coûte très cher ou pas, même si on se doute que l'entretien d'une caméra de vidéosurveillance plus le maintien d'un logiciel, ça coûte assez cher. Mais encore une fois, il y a un problème de transparence sur tous ces marchés qui sont passés. Est-ce qu'il y a une autre question qui... Il y a la question de Azadi. Allons-nous vers un tous fiché, sans possibilité de s'en sortir, sans pouvoir réellement contre-attaquer? Je ne sais pas vraiment comment répondre à cette question, parce que d'un côté, on va vers beaucoup plus de fichage. On l'a vu, le droit, les institutions sont en partie à l'origine de ça. Le contexte politique très sécuritaire en ce moment montre vraiment une réelle volonté. Enfin, le fait que les drones aient été interdits par le Conseil d'État à 2 reprises, par la CNIL une fois, censurés par le Conseil constitutionnel, et maintenant que ça revient encore, il y a vraiment une volonté politique de faire du sécuritaire. Peut-être que la campagne présidentielle déjà bien entamée participe aussi à cette surenchère pour faire plaisir à certains électeurs et électrices. Et le droit permet aussi de créer des nouveaux fichiers, puisque aujourd'hui, tous les fichiers de police, ils sont créés par voie réglementaire. Donc, ce n'est pas une loi qui autorise ça, c'est vraiment un acte réglementaire, donc sans débat démocratique. Qui peuvent même l'étendre avec le PASP. Et voilà, et donc c'est par la voie réglementaire, on peut créer des fichiers, en étendre certains autres. Nous, l'année dernière, à la fin de l'année 2020, avec pas mal d'autres assos, on s'est opposé à trois fichiers, PASP, JPASP et EASP. Alors, c'est des acronymes, j'ai oublié ce qu'ils veulent dire, mais en gros, Martin en parlait d'ailleurs dans la masterclass, c'est le fichage des opinions politiques, également les préférences sexuelles, donc quelque chose d'hyper intrusif. Et le Conseil d'État, tout début 2021, en janvier 2021, nous dit en urgence, parce qu'on avait fait un référé, donc un recours en urgence, nous avait dit non, il n'y a pas de problème, c'est suffisamment encadré, alors qu'en fait, tout le monde était d'accord pour dire qu'il y avait des défauts dans à la fois les données qui sont fichées dans ces grands fichiers et les garanties qui sont complètement insuffisantes. Pareil, on s'était aussi attaqué à un fichier de la gendarmerie qui s'appelle GenNote, qui permettait de faire des petites fiches à partir du téléphone des gendarmes, où dedans, on pouvait mettre, il y avait un champ libre, et les gendarmes pouvaient mettre absolument tout ce qu'ils voulaient. Donc le décret qui autorisait ça disait qu'il pouvait notamment y avoir des informations sensibles, comme l'origine ethnique des personnes, les préférences sexuelles, etc. Il y avait aussi un système d'interconnexion avec d'autres fichiers. Et le Conseil d'État, saisi par plusieurs associations, dont la Quadrature, a dit pour l'interconnexion, d'accord, effectivement, c'est pas très bien, mais en fait, le gouvernement avait laissé entendre qu'il n'était pas très intéressé par cette interconnexion. Mais par contre, le Conseil d'État a totalement validé le fait que, sans aucun contrôle, ni hiérarchique, ni un contrôle administratif indépendant, ni un contrôle judiciaire, eh bien, dans cette zone de texte libre, on pouvait mettre absolument tout et n'importe quoi, conservé pendant au moins 3 mois, renouvelable, et donc on a un nouvel exemple de défaillance des institutions. Après, bon, il y a quand même les manifestations, la prise de conscience collective qui va permettre, on l'espère, peut-être sur le long terme, de renverser un moment cette balance. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est assez incertain, et pour l'instant, c'est pas ce vers quoi politiquement on se dirige. Après, je pense qu'il faut... Enfin, moi, j'aime bien le terme de documenter tout ça, parce que pour moi, ça me paraît hyper important, c'est-à-dire de dire que... de montrer qu'on continue cette lutte, finalement, contre le fichage,
que c'est pas perdu et que du coup on n'essaye plus de suivre et qu'on se laisse un peu aller. Je pense que si on reste dans, en tout cas, la lutte légale, on va rester dans la lutte légale pour la Quadrature, je pense que le fait de, ce que disait Bastien, de continuer à manifester, donc de continuer à documenter ce que fait la police, les dérives aussi, parce qu'évidemment la police, il y a le cadre légal, le nouveau fichier, etc. Mais derrière, il y a les pratiques de la police qui respectent très souvent pas du tout le cadre légal qu'on leur impose. Donc de lutter contre l'opacité qui est sur ce fichage, d'essayer de comprendre ce système et de montrer qu'on est toujours opposé, aussi bien dans la rue que dans la pratique aussi, hein, que dans le Parlement ou dans le contentieux. Je pense que c'est quelque chose en tout cas, qui motive et qui peut montrer il y a toujours une opposition contre cette surveillance et ce fichage. Même si j'ai pas l'impression que ce soit très positif comme message, j'aimerais que ça le soit. Une autre question. Rapide, les drones n'ont-ils pas été interdits lors des manifs? Si. C'est ce que disait Martin tout à l'heure. En 2020, on arrive à faire interdire par le Conseil d'État, donc la plus haute juridiction administrative, les drones qui étaient utilisés à l'époque par la préfecture de police de Paris. La préfecture a mis presque 2 mois pour appliquer cette décision. C'est-à-dire qu'en mai 2020, le Conseil d'État enjoint au préfet de police l'allemand de cesser immédiatement l'usage de ces drones à des fins de mesures sanitaires parce que les drones sont un système de surveillance et sa décision, même si elle était à propos du confinement, elle dépassait assez largement le seul cadre strict du respect du confinement. Et seulement en juillet, le préfet de police écrit à ses services en leur demandant de se mettre en conformité avec l'ordonnance de mai. Et donc, pendant 2 mois, on a vu les drones continuer à être utilisés de manière totalement ouverte. Hein. La police ne se cachait absolument pas. On voyait les policiers avec leur dossard, je ne sais plus comment ça s'appelait, brigade drone ou quelque chose comme ça. Donc, ils ne se cachaient vraiment pas. Et il a fallu ensuite aller une 2e fois devant le Conseil constitutionnel pour à nouveau les faire interdire. La CNIL est venue mettre un terme définitif, pas seulement à Paris, mais dans toute la France. À partir de là, on a commencé à ne plus avoir de drones qui sont utilisés. Mais il a vraiment fallu s'y reprendre à 2 reprises. On est une petite association avec des ressources limitées. Il a fallu qu'on aille à 2 reprises devant le Conseil d'État. C'est pas évident. Et parce qu'en fait, en face, on a une forme d'arrogance de la part de la police qui fait mine de ne pas appliquer des décisions de justice. Donc ça pose des réelles questions d'état de droit. Mais aujourd'hui, il semblerait quand même que les drones ne soient plus utilisés en manif. Il y a un truc, je ne sais plus si on l'a dit pendant la masterclass, mais qui moi, m'interpelle beaucoup, c'est qu'on s'est concentré sur les drones. Pourquoi, en fait? Parce qu'on a vu qu'il y avait cette utilisation massive pendant le confinement. On s'est dit, allons voir un peu s'ils ont le droit de faire tout ça. On s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun cadre légal, du coup, pour tout ce qui est utilisation des drones par la police. En fait, si, il y en a un, hein, je vous le dis, il y a un arrêté. Normalement, il y avait un arrêté de je ne sais plus quelle année, 2015, je crois, qui disait plein de règles pour l'utilisation des drones. Et il y avait une petite ligne en disant, pour la police, elle n'a aucune règle à respecter. Donc ça, c'était assez clair là-dessus. Mais en fait, en creusant, on s'est rendu compte aussi que, notamment ce qui était surveillance par hélicoptère, surveillance par avion, notamment, il y a eu des avions qui ont été vus à Marseille de la police, donc qui sont extrêmement haut avec des caméras qui peuvent, on imagine, filmer beaucoup. Hélicoptères, avions, et puis toutes les caméras aussi sur les véhicules de la police. En fait, tout ça, il n'y a aucun cadre légal. Et c'est une surveillance qui se fait depuis extrêmement longtemps. On parle des drones, mais la surveillance en hélicoptère, elle est utilisée depuis, on a essayé de le documenter sur le site Technopolis, depuis au moins 15-20 ans. On a des caméras beaucoup plus puissantes que ce qu'il peut y avoir sur des drones qui ont été utilisées, notamment tout ce qui est ZAD, et notamment tout ce qui est Notre-Dame-des-Landes. Il y a eu beaucoup d'hélicoptères qui étaient utilisés pour filmer. Pendant les Gilets jaunes, moi je me rappelle avoir vu pas mal d'hélicos, au moins un, place de la République à Paris, qui filmait aussi. Et donc, tout ça sans cadre légal du tout, en fait. Et c'est intéressant parce qu'en fait, une fois que nous, on a attaqué les drones, on s'est rendu compte que, mais en fait, drones, hélicoptères, avions, caméras en garde à vue aussi, hein, donc c'est-à-dire les cellules de garde à vue qui sont filmées par des caméras, tout ça, il n'y avait aucun cadre légal. Et donc, dans la loi sécurité globale et la loi Drone 2, responsabilité pénale et sécurité de l'intérieur, qui est en ce moment en débat à l'Assemblée, en fait, on a le gouvernement qui prend un peu peur et qui dit « ça fait très longtemps qu'on fait tout ce type de surveillance, on n'a pas de cadre légal, on va le faire. » Mais en fait, sans aucune sanction qui avait pu être prise sur cette surveillance qui a été faite depuis 20 ans
en toute illégalité par la police et la gendarmerie. Un petit point, c'est pour rire jaune, hein, mais la CNIL, en tout début 2021, lorsqu'elle sanctionne formellement le ministère de l'Intérieur parce qu'il utilise des drones pour ses opérations de police alors qu'il n'en a pas le droit, la CNIL, donc, elle émet formellement une sanction, sauf qu'elle ne peut pas mettre à l'amende l'État. L'État s'est dit, finalement, dans la loi, on va interdire la CNIL de me sanctionner financièrement. Et donc, on a une sorte de mascarade où, oui, formellement, la CNIL, elle a rendu le maximum qu'elle pouvait faire avec ses pouvoirs, mais la loi lui donne tellement peu de pouvoir dès qu'il s'agit de l'État que, finalement, on se demande à quoi ça sert d'avoir un système de sanctions même pour l'État quand derrière, il n'y a pas d'effet concret, outre une injonction à ne pas redéployer ces drones, mais le gouvernement aurait très bien pu décider de finalement s'asseoir sur cette sanction. Il y a aussi un élément qui a changé à partir de 2016, c'est qu'on est passé d'un système de déclaration des traitements de données à un système on a abandonné ce système de déclaration. Avant 2016, il fallait déclarer à la CNIL tous les traitements de données que voulait faire, par exemple, une collectivité. Et depuis, on n'a plus besoin. Ce qui fait que pour documenter tout ça et pour avoir un contrôle effectif de la CNIL, c'est beaucoup plus difficile qu'avant. On l'avait écrit, il y avait un extrait qui a été passé dans la masterclass. On avait écrit en 2020 que la technopolis progressait et que la CNIL moulinait. Parce qu'on a vraiment, face à ce déploiement massif de technologie, une autorité, la CNIL, chargée normalement de contrôler, qui ne parvient pas objectivement à faire son travail de contrôle. Aujourd'hui, on commence à avoir des sanctions ou des décisions de la CNIL qui sont assez intéressantes, notamment en matière de vidéosurveillance automatisée, où la CNIL a averti la ville de Valenciennes en lui disant que c'était pas légal. Pareil pour les micros à Saint-Étienne, où elle disait que c'était pas légal. Mais vraiment, le fait de ne plus avoir un système de déclaration, les collectivités n'ont plus à se faire connaître de la CNIL. Et donc, il faut que des citoyens ou des citoyennes tombent sur ces traitements, sur ces documents pour avertir le grand public, pour éventuellement saisir la CNIL. Donc, on voit que c'est beaucoup plus difficile. Sur les dispositifs, il y a une autre question. Les dispositifs pour contrôler la police. Bon, on va pas parler des dispositifs institutionnels, notamment l'IGPN, parce que ça marche pas, et puis c'est pas tellement notre champ d'expertise. Moi, il y aurait quelque chose, et je suis désolé, on se répète souvent, hein, c'est justement de faire remonter ces infos et de les partager. Je prends, parce qu'il y a un exemple de contrôle au faciès, mais je pense par exemple à la reconnaissance faciale. On a parlé rapidement dans la masterclass du TAJ, donc du fichier de traitement des antécédents judiciaires, où il y a en gros 8 millions de photos et que la police peut utiliser pour identifier quelqu'un dans une manif ou sur les réseaux sociaux. Bon, nous, ça a été hyper intéressant, et pour beaucoup de journalistes et pour beaucoup d'associations militantes aussi, d'avoir des remontées d'infos de gens dans les squats, dans les ZAD, ou même nous en manif, sur l'utilisation qui a été faite par la police de ce fichier, où souvent, en fait, on est venu nous appeler en nous disant « Ah, mais en fait, moi, j'étais en manif et il y a un policier qui a sorti son appareil photo, j'avais pas mes papiers d'identité, et il a sorti son appareil photo, il a pris une photo de moi, et derrière, il parlait, et ça, c'est quelqu'un qui travaille à la Quadrature qui l'a vécu, de la machine à reconnaissance faciale. Je crois que j'en parlais déjà dans la masterclass, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut insister. C'est-à-dire que la police a pris en photo la personne, a envoyé la photo au service TAJ de Paris et a demandé s'il était déjà fiché. Et donc là, c'est vraiment une reconnaissance faciale vraiment très très proche de celle de science-fiction, dont pourtant on nous a avertis depuis longtemps et qui pourtant aujourd'hui se développe. Et donc sur cette remontée d'informations, sur ce partage d'informations, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire, ne pas hésiter à faire remonter, ne pas hésiter à parler, ne pas hésiter à faire remonter aux associations militantes. Alors nous, à notre petite échelle, on a le forum Technopolis pour ça, où justement des gens et des personnes, et nous aussi, on peut venir mettre toutes les informations qu'on a sur les dérives de la police en termes technologiques en tout cas. Et c'est quelque chose qu'il faut faire. Je mets d'ailleurs qu'on a aussi un Secure Drop sur Technopolis. Donc un Secure Drop, c'est un moyen à peu près sécurisé de poster des informations de façon anonyme sur ce que vous avez pu voir ou sur ce que vous pouvez connaître par votre métier aussi peut-être sur cette technopolis grandissante.
n'hésitez pas à l'utiliser si vous vous en sentez capable. Et pour revenir sur cette reconnaissance faciale utilisée pour des contrôles d'identité, aucune disposition dans la loi ne prévoit qu'on peut faire de la reconnaissance faciale pour faire du contrôle d'identité, mais c'est donc nous avec des retours d'expérience de personnes concernées directement qui sont venues nous voir, ou une personne aussi directement de la Quadrature qui a vécu ça. On a aussi eu le ministre de l'Intérieur, à l'occasion des débats sur la loi sécurité globale, dire devant la représentation nationale, oui, on utilise le TAJ, donc sous-entendu, même si le mot n'a pas été prononcé, sous-entendu de la reconnaissance faciale, il disait on utilise le TAJ pour faire du contrôle d'identité lorsque les personnes n'ont pas leur papier d'identité. Et c'est vraiment un exemple de cette banalisation de cette technologie où la reconnaissance faciale dans le TAJ, c'est de mémoire 2013. 2012. 2012. Décret de 2012. Voilà, ça arrive en 2012 dans le droit, et finalement aujourd'hui c'est tellement normal pour la police. Donc on mentionnait ces chiffres ahurissants d'explosion de l'usage de reconnaissance faciale, mais c'est tellement banal pour la police que aujourd'hui la police se permet, alors que rien ne l'autorise, à étendre ces situations de reconnaissance faciale à de plus en plus de domaines. Et ici, toujours sans aucun débat devant la représentation nationale, je suis pas certain que ça passerait comme une lettre à la poste de prévoir dans la loi que on peut faire du contrôle d'identité avec des outils de reconnaissance faciale. Il y a une question sur la surveillance publicitaire, c'est parfois sur Internet, quand on refuse de la divulgation de nos données sur un site, on nous oblige quand même à adhérer pour avoir accès au contenu. C'est exactement le problème du consentement libre. Alors je vais revenir rapidement dessus, mais parce que c'est vraiment fondamental. Un des grands apports du règlement général sur la protection des données personnelles, déjà on est juriste, on revient tout le temps au texte, c'est une malformation chez nous, c'est pas bien, c'est justement cette notion de consentement libre, c'est-à-dire si le consentement est forcé, c'est-à-dire si on vous force à adhérer aux cookies pour accéder au site, en fait c'est pas un bon consentement. Et du coup, le problème, c'est que c'est ce qui est déjà fait sur Internet, sur une grande majorité des sites. C'est ce qui n'est pas respecté, et c'est ce qu'on répète, et c'est ce que beaucoup d'associations en Europe répètent, c'est que finalement, ce RGPD qui pose ce principe de consentement libre, qui devrait en fait mettre fin à une bonne partie de la surveillance publicitaire, et donc normalement devrait faire s'écrouler une grande partie des GAFAM, Facebook, ou même tout le système de ciblage publicitaire français, mais en fait n'est pas respecté, le RGPD n'est pas appliqué. Tout ça, pourquoi ? Par manque de courage politique des institutions, c'est sûr, et puis aussi pour des raisons un peu obscures dont on parle rapidement, qui font que toutes les plaintes sur les géants du numérique sont bloquées soit à Luxembourg, soit en Irlande, à Dublin, et que la CNIL irlandaise, enfin l'équivalent de la CNIL en Irlande, n'applique pas le RGPD. Ça fait 4 ans qu'on essaie de lui faire appliquer, elle ne l'applique pas. Et donc, effectivement, on en est à ce problème de consentement forcé qui n'a aucun sens. Et on dit souvent que le RGPD finalement n'est pas appliqué. C'est d'autant plus vrai que on pourrait avoir une interprétation du RGPD qui irait frontalement à l'encontre des modèles économiques de ces géants de l'Internet. En 2018, lorsqu'on lance, accompagné de 10 000 personnes, nos plaintes collectives, donc contre les 5 géants des GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, l'objectif, c'est vraiment de pousser une interprétation du RGPD qui irait à l'encontre de ce modèle économique basé sur la surveillance publicitaire. Et vraiment, dans les textes, on peut avoir une remise en question fondamentale de ce modèle économique, à tel point que en 2018, quand le RGPD entre en application dans l'Union européenne, un certain nombre de sites américains ont commencé à prendre peur et ont commencé temporairement à dire aux internautes européens non, vous n'avez plus accès à notre site parce qu'on a trop peur du RGPD, parce que leur modèle publicitaire était basé sur le ciblage publicitaire et la surveillance publicitaire. Parce que dans le RGPD, il y a un système juridique qui fait que même un site de presse américain peut être soumis au RGPD. Et il y a vraiment cette possibilité d'interpréter le RGPD comme s'opposant frontalement à ce modèle économique de surveillance publicitaire. Or, avec cette inaction des autorités de contrôle qu'on a largement documentée dans la masterclass et que vient de rappeler Martin, ça participe à
ne pas du tout remettre en question ce modèle économique, à tel point que il y a une très grosse critique de la part de l'Irlande, il y a une très grosse critique envers l'Irlande de la part d'autres pays européens et d'autres organisations, parce que au-delà de l'inefficacité de l'autorité irlandaise de protection des données personnelles, il y a aussi cette non-volonté politique de remettre en cause le modèle économique, et ça se rapproche aussi avec le fait que l'Irlande veut vraiment protéger ces géants qui fiscalement sont chez eux, et c'est vraiment, je crois qu'on utilise le terme de capitalisme de surveillance, c'est vraiment un capitalisme de surveillance qui est en place, et qu'on pourrait, si on avait des autorités fortes, remettre en question. Alors, on nous dit de rendre l'antenne. Peut-être une dernière question, et Bastien, tu seras peut-être plus sur moi. En gros, il y a 2 questions sur comment se protéger de cette surveillance sur Internet, notamment avec son ordinateur. Bastien, tu es plus technique que moi, donc je te laisse répondre, et puis on fermera ensuite la masterclass. Alors, pour faire rapidement, je pense que sans pouvoir répondre à tous les points, il y a déjà ce qu'il ne faut pas faire. Il y a énormément de discours aujourd'hui qui sont mis en avant pour des fausses solutions techniques. Très souvent, on nous dit, est-ce qu'un VPN, ça va protéger ma vie privée ? La réponse, elle est non. Il y a des entreprises, pour pas citer NordVPN, qui ont une politique marketing très agressive, où ils vont financer des youtubeurs pour parler de leurs produits. En fait, un VPN, c'est remettre entre les mains d'un acteur tout son trafic Internet. Et si on n'a pas confiance dans cet acteur, les conséquences seront désastreuses. Les services américains de justice sont connus pour collaborer avec certains fournisseurs de VPN. En dehors de très rares situations, un VPN n'est pas une bonne chose. Il faut avoir une bonne hygiène numérique pour se protéger contre la surveillance. Ça va passer par bloquer la publicité, ça va passer par... On peut recommander uBlock Origin, qui est c'est très détaillé, mais je pense qu'il marche bien et c'est le seul auquel on a à peu près confiance. uBlock Origin, c'est un bloqueur de publicité qui est très efficace, qui s'adapte assez bien aux nouvelles formes de surveillance, notamment mis en place par Criteo. Donc, la première chose à faire, ça serait d'installer ce bloqueur de publicité. De manière générale, il y a pas mal de ressources sur Internet faites par notamment le Cécile pour avoir une bonne hygiène numérique. Et il ne faut surtout pas tomber dans ce discours marketing de la part d'opérateurs souvent à l'étranger, on ne sait pas vraiment où, qui vont vous vendre des solutions miracles. Il n'y a pas de solution miracle, il faut vraiment prendre le temps de savoir quels sont les points positifs et les points négatifs. Et si quelqu'un vous dit je vais protéger vos communications, les crypter avec des technologies utilisées par les militaires, il faut fuir, vraiment. Donc oui, du coup, pour la question sur le guide, effectivement, le guide sur le Cécile, CECIL, qui s'appelle Autodéfense numérique, donc c'est ça. Autodéfense numérique est très bien et on le recommande. Du coup, on va fermer cette masterclass. On a pu répondre à quelques questions, c'est déjà pas si mal. On va remercier Blast. Et puis voilà. On va peut-être couper le champ caméra, du coup.